91 FM vous propose un tour d'horizon de l'actualité culturelle en Essonne. Bienvenue dans 91% Culture sur 91 FM. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans le studio de 91 FM pour votre émission culturelle du mardi soir et du dimanche midi 91% Culture. 2 horaires de diffusion, plus les podcasts accessibles sur notre site et sur toutes les plateformes pour ne pas rater les super chroniques de l'équipe et découvrir nos merveilleux invités. Je vous présente tout de suite ceux et celles qui vont participer à l'émission d'aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale sur le thème de l'horreur. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Elle s'est complètement intégrée dans le thème et pourtant, d'habitude, elle nous fait pas vraiment peur, c'est Claire-Marie. Bonsoir tout le monde, bonsoir Simon. Salut Claire-Marie, ça va ? Ça va super et toi ? Les vacances se sont bien passées ? Les vacances étaient très bonnes, mais je suis ravie d'être là. Voilà, prête pour une nouvelle saison à nos côtés. Et carrément, prête pour de nouvelles aventures culturelles, Simon. Ah, parfait, le slogan. Mais oui, Tu veux nous en dire plus sur ce dont tu vas parler ou on reste dans le mystère ? écoute, on parlera de quelque chose qui peut être assez horrible. Ah, Ouais, d'accord, Vraiment. ok, très bien. À tout à l'heure du coup pour la chronique de Claire-Marie. J'ai hâte, j'en frissonne. Enfin, et nous donc, mais de plaisir. Ah merci Simon. Évidemment, il ne pouvait pas rater la spéciale horreur et pour sa rentrée, il ne va pas faire les choses à moitié, même s'il va nous parler d'une demi. Et oui, je l'ai osé, c'est Tony. J'ai osé. Bonsoir Simon, bonsoir tout le monde. Ça va ? Oui, ça va, c'est la reprise. Je suis content de reprendre. Tu vas nous parler d'une demi, Oui, une, de demi-mour. une demi-mour. De demi-mour. Voilà. Oh. Ah ça va, je croyais que c'était pire la blague que tu as fait aussi. Ça va. Ah bon, ça va, Ouais, Claire-Marie correct. valide, bon bah Non, ça c'est va, correct. je peux envisager une carrière dans le stand-up, tout va Ah, bien. j'ai pas dit ça. Mais... si, ça va. Oui, c'est les débuts, Bon, on verra, si tu as refait tout à l'heure dans le contexte, on verra ce que ça donne. Si tu D'accord. valide ou pas. très bien, Je réserve mon jugement. parfait. Donc Tony, un film, Voilà, un film, The Substance. On peut l'annoncer. film de genre, film d'horreur, film Film de genre, mais science-fiction. qui est quand même particulier. C'est un film d'horreur, mais qui a quand même quelques spécificités, je trouve. Et puis on aura peut-être les avis de nos invités, puisqu'on Oui, va beaucoup oui, tout parler à fait. cinéma aujourd'hui. Tout d'abord avec l'événement cinéma. Alors d'habitude c'est moi qui m'en charge, mais évidemment toujours quand on arrive vers la mi-octobre, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de l'aide, de demander de l'aide à Margot. Salut Margot. Bonsoir. Margot du cinéma François Truffaut de Chili Mazarin. Tu étais venue, tu avais fait ta première l'année dernière, C'est ça, à la même époque, pour nous parler de l'événement qui est la Nuit de l'horreur. exactement. Et ça tombe bien puisque tu es une spécialiste de l'horreur, c'est ça ? Un peu. Enfin, tu aimes bien, tu es une grande Oui. fan, on va Oui, dire. bah, Voilà. c'est vrai que j'ai fait mes mémoires dessus. Donc Donc voilà, donc effectivement, dès qu'on parle de films d'horreur, j'adore ça. hop, il faut que Margot soit là, c'est obligé, comme ça, elle va vous donner... Déjà, elle a vu les films, Oui, c'est vrai. déjà, et puis elle va pouvoir, comme ça, nous parler un peu plus des films, de son ressenti, et puis moi, je serai là pour apporter des petites précisions au cas où. Et notre invité de fin d'émission, on va beaucoup parler de cinéma avec lui, puisqu'il exerce une profession essentielle, mais peut-être pas assez connue du grand public. On accueille Raoul Fernandez. Bonsoir. Simon, Donc, merci d'être avec nous, d'abord. merci à toi pour l'invitation. Donc, je disais, il y a beaucoup de professions dans le cinéma. Il n'y a Oui. pas que les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, ceux qu'on connaît le plus. Il y a aussi plein de techniciens. Un travail d'équipe, effectivement. Voilà. Et toi, tu en es un et tu t'occupes de l'image, puisque tu es directeur de la photo. Exactement. C'est ça. Donc, on va parler avec toi de ce métier, de comment tu l'es devenu, de tes expériences, et notamment tes expériences sur des films de genre. Oui. Voilà, Oui, j'en ai puisque fait. tu en as fait plusieurs. Et l'image est vraiment très importante pour les films de genre. Margot ne me dira pas le contraire. C'est ça, généralement, qui apporte justement le côté horrifique. D'après moi, oui, je pense que c'est l'image qui vient choquer et qui donne aussi toute l'atmosphère au film. Et le son aussi. Le son est Le très son, important. oui, Ouais, c'est le vrai. son est très dans les important. films. Parce que si vous regardez un film d'horreur sans le son, c'est pas Pas la pareil. même chose. Les films d'horreur muets, ça. Et c'est vrai serait qu'au niveau de moins l'image, on efficace. s'éclate. Parce que là, c'est vrai que c'est porte ouverte à Ah toutes les créativités. On peut mettre des flashs, éclairer par en dessous. Enfin, il y a plein de techniques qu'on peut utiliser pour renforcer le drame et jouer là-dessus. Super. Eh ben, on va parler de tout ça tout à l'heure. En attendant de parler plus spécifiquement de ta carrière et de ton travail, n'hésite pas à intervenir. Ok. Si tu as vu les films, si voilà, il y a quelque chose dont on parle, t'es pour, t'es contre, t'as un avis, t'as une question à poser, tu n'hésites pas, tu fais partie de l'émission Très bien. de bout en bout. On va donc commencer tout de suite avec le cinéma. Donc, La Nuit de l'horreur, événement majeur de l'actualité du cinéma François Truffaut.
toujours au moment des vacances de la Toussaint. Donc cette année, les vacances sont le vendredi 17 octobre au soir. Et donc le samedi, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 octobre, on vous donne rendez-vous du coup pour la traditionnelle nuit de l'horreur. 4 films toute la nuit, avec des pauses entre chaque, pour passer un bon moment, commencer les vacances comme il faut. Toujours le même principe avec 2 salles et 2 horaires. Donc, si vous voulez réserver vos places, vous pouvez vous rendre au cinéma ou les prendre sur le site du cinéma. Donc, 2 salles, vous choisissez votre salle. La salle Ange, c'est la petite salle à l'étage, la salle Gym habituellement, qui est réservée aux spectateurs qui veulent respecter le calme qui est nécessaire dans une salle de cinéma. Donc, on vit les émotions en silence, comme dans un vrai film. Voilà, on coupe les portables et tout, voilà, tout va bien. Et la salle Démon, c'est la grande salle où là, si vous y allez, préparez-vous à avoir les tympans bien sollicités, où là, vous aurez le droit de crier, de vivre le film, de dire hey, défonce-le et tout. Bon. D'accord. Ça se dit, hein. Moi, je l'ai entendu à 4h du matin. C'est assez violent. Hein. Ouais. Là, ils sont à fond dedans. Ah oui. En même temps, ça aide à rester éveillé. Voilà, c'est vrai aussi. Ouais. Il y a du collégien, ça hurle, quoi. Hein. Ouais. Le collégien du lycéen, ça hurle. Ouais, puis du collégien, quand même, c'est interdit au moins de 12 ans. Il y a un film interdit au moins de 16 ans. On va en parler, évidemment. Donc, faites bien attention aux âges et on contrôlera les âges. Hein, c'est très important parce que c'est une question de l'égalité. C'est important. Et puis, des animations. Concours de déguisement, quiz, tout ça préparé par Margot et toute son équipe. Et on commence du coup, donc on va vous détailler les films. On commencera dès 20h ou 20h30 selon les salles avec La Nuit des Clowns. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire de La Nuit des Clowns, Margot ? Alors, donc ce premier film, il est moins de 12 ans. Donc on commence plus ou moins doucement. C'est adapté du livre Un clown dans un champ de maïs, qui est un livre qui a été publié en 2020. Et avant même que le livre soit publié, les droits avaient déjà acheté pour faire le film. Donc ça a vraiment été fait assez rapidement. D'accord. Le réalisateur est pas très connu. Eli Craig, il a fait un film avant, mais qui a pas eu, en France, n'a pas beaucoup retenti. Et en fait, on est vraiment dans un slasher assez classique. On va suivre une jeune fille qui, avec son père, emménage dans une petite ville du Midwest. Donc, dans une communauté assez fragile et fracturée, qui est un peu régie par l'icône Frendo le clown, une mascotte dont les légendes semblent bien réelles. Donc, le film est vraiment très classique dans sa mise en scène et même son récit. On est vraiment dans un slasher de série B des années 90 et ça fait plaisir. Le réalisateur s'amuse quand même des clichés du genre. Il détourne un peu les personnages et vient rajouter un peu autre chose. Du coup, on peut être surpris aussi par là où il nous amène aussi. Donc, c'est assez intéressant. Donc voilà, le film est assez généreux en tête décapitée et en boyaux déversés. C'est assez sanglant et je pense que ça va bien ouvrir la nuit de l'horreur. Et oui, c'est vraiment des adolescents en train de vivre quelque chose d'horrifique. Et ça fait toujours plaisir de commencer avec ce genre de film, je pense. Ça met dans le thème, comme c'est ça. Puis avec des clowns, on aime tous les clowns en général. Alors voilà, le clown qui est quand même une figure assez emblématique du cinéma d'horreur. C'est ça. Oui, Stephen King, par exemple. Avec ça, du coup, il y avait aussi Terrifier, c'est ça, ouais. Exactement. C'était une série de Terrifier d'ailleurs. Oui, il y en a eu 3. Une saga. Ça aussi, il y a eu. Ça, il y en a le film. Le téléfilm. Et après 2 films qui sont sortis. Et après 2 films, exactement. Et est-ce qu'il y a un côté... Moi, j'ai vu qu'il y a un côté humoristique un peu, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu... c'est horrifique, mais en même temps, il y a de l'humour. Ouais, c'est ça. En fait, vu qu'il s'amuse vachement avec les clichés du genre du slasher avec des clowns, il fait vraiment des pas de côté en venant un peu détourner tous les adolescents un peu crétins, la communauté, le clown et même tous les caractéristiques des personnages, les populaires, la fille qui vient d'arriver, etc. Et du coup, c'est assez drôle parce que on s'amuse un peu des clichés du genre et ça rappelle vraiment les films de série B, mais avec ce côté hyper humoristique qui fonctionne bien avec l'horreur. Ouais. Moi, je trouve que l'humour et l'horreur, ça marche bien ensemble. Et, pour dédramatiser, justement. Ouais, c'est ça. Puis du coup, le comique des situations aussi d'un clown tueur. C'est assez. Je trouve ça plutôt pas mal qu'il en rit dans son film. Donc oui, ça marche assez bien. Très bien. Autre chose, alors, ça tombe bien qu'on ait un directeur de la photo avec nous, puisque j'ai vu
qu'il y avait eu quand même pas mal de scènes tournées en nuit américaine. Oui. Alors moi, je connais le film de François Truffaut, La nuit américaine. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est ce principe de la nuit américaine ? Alors, la nuit américaine, c'est tourner une scène de nuit en plein jour. D'accord, avec mais alors, quelle est la technique du coup ? Comment on s'y prend ? Alors déjà, il faut du soleil. Bizarrement, il faut du soleil. D'accord. Parce que sinon, ça marche pas, ou moins bien. Ouais, Et il faut se placer à contre-jour. Et en fait, on va en filmer normalement à la prise de vue. Et par la suite, à l'étalonnage, en post-production, on va assombrir l'image d'accord, et faire du soleil une lune, une pleine lune. Ah oui. Voilà. d'accord. Et on assombrit. On avec- assombrit à l'étalonnage, généralement, on met beaucoup de contraste. D'accord, On joue sur le contraste et on va bleuter l'image du soleil pour faire une espèce de lune argentée. Donc c'est blanc qui tire légèrement vers le bleu. oui, parce qu'il faut à la fois c'est en pleine nuit, donc il faut que ce soit sombre, mais il faut aussi de la lumière pour qu'on voit quelque chose, quoi, que ce soit pas Oui, exactement. la pénombre totale. Tu l'as vu toi, La Nuit des clowns ou Non. ou pas ? Et Margot, est-ce que tu as repéré ? Est-ce que tu savais qu'il y avait des plans Non, je le savais pas, mais je l'ai repéré. Mais après, Ouais. je pense que c'est quelque chose qui se voit pas nécessairement. Enfin, ça reste assez subtil, je pense. quand c'est bien fait C'est bien fait, ça se ouais. voit pas. En Ça fait, se voit pas. Ça se voit surtout si par exemple on filme le ciel et là on voit tout de suite il y a des nuages Mhm. ou le ciel est blanc et à ce moment-là ça fonctionne pas parce que D'accord. on croit pas à la nuit. Hein. Hmm. Ou alors il faut détourer le ciel et le remplacer par des nuits étoilées. Ça peut se faire aussi en post-prod. D'accord, très bien. Mais là, c'est vraiment, c'est juste l'ambiance enfin la luminosité de nuit qu'on ressent en voyant le film, c'est ça ? Oui, c'est ça. Enfin, dans certains films, ça joue vachement sur la nuit américaine. Là, on sent que c'est plus aussi parce qu'ils avaient beaucoup de contraintes au niveau du budget. Oui. Le film n'avait pas beaucoup de budget pour être produit. Mais du coup, moi, j'ai trouvé que ça apportait pas tellement à la mise en scène. Mais c'est vrai que ça rajoute quand même un petit quelque chose, mais qui reste très peu perceptible. Je pense que c'est aussi parce que le film va très vite dans son montage et il y a du sang un peu partout à l'écran, donc on n'a pas toujours le temps d'apprécier l'image, parce que oui, Parce ça qu'on va regarde pas, vite. on tourne la tête, non ? Oui, aussi. C'est vrai que c'est surtout une question de budget aussi. C'est Ouais. que tourner une scène de nuit, quand on lit le scénario, on lit scène de nuit dans une forêt. Et là, quand on est chef-op, on se dit tout de suite, oulala, il va falloir sortir les gros projecteurs, les groupes électrogènes. Ça va dire 8 électriciens, monter des tours, des gros projets pour éclairer la forêt. Donc là, on voit tout de suite, gros budget, et le producteur, Oui, Il veut dire non. il suit pas derrière. on va faire une nuit américaine. Ouais. Voilà. Là, on met tout le monde d'accord. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur le dernier court-métrage de Julien Courbet. On a fait une nuit américaine. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est assez courant finalement. Bien sûr, oui, c'est une technique assez courante, très commune dans le cinéma, ouais, bien sûr. D'accord, très bien. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire aussi. J'avais noté aussi que le tournage a été assez rapide, 5 Oui, semaines. c'est ça, ouais. Et ils ont tourné dans la région de Winnipeg, je sais pas comment Au on dit. Canada. Au ouais. Canada, parce que ça ressemble beaucoup au Midwest américain. Et puis il y a aussi des tensions entre générations dans le film. Oui, Il y a c'est vraiment les deux thèmes, c'est vraiment les tensions entre générations et le déclin économique de la commune ouais. qui a un impact en fait sur l'histoire et qui a un vrai rôle dans le film. Ouais, c'est ça. En fait, après, assez souvent dans les films d'horreur où il y a toujours les jeunes d'un côté et les parents, les figures parentales de l'autre. Là, on retrouve ça. Mais c'est vrai que le film va un peu plus loin parce que ça amène aussi quelque chose de politique au sein de cette communauté-là américaine. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant au niveau politique à en tirer aussi. D'accord. Très bien, donc ça c'est le premier film, donc 20h ou 20h30 selon la salle où vous serez. Donc la nuit des clowns, après il y aura une pause relativement longue. Oui, parce qu'on a le concours de déguisement à ce moment-là. Voilà, donc juste avant le deuxième film, c'est Oui, ça ? c'est ça. Donc le principe c'est qu'il faut venir, Venir déguisé. déguisé, maquillé. Ouais, voilà. Après, on va demander à s'inscrire. Donc c'est sur l'horreur. Ouais. C'est top. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. C'est déguisement. Alors évidemment, on imagine qu'il y aura des clowns. Enfin, si Ah, certainement. généralement les jeunes s'inspirent des films, des films qu'on propose. Donc on vous fera monter sur la scène de la grande salle. Waouh. Voilà, défiler dans une ambiance surchauffée. Et ensuite, il y a des cadeaux à gagner, évidemment. Oui, c'est ça. On a des lots à faire gagner. Donc, il y a des places de cinéma, des affiches et aussi des petits goodies que j'ai sélectionnés Avec soin. avec soin en m'inspirant des films. Très bien. Donc, le concours de déguisement dans la grande salle. Et ensuite, le deuxième film.
Donc un film qui est sorti cet été, qui a beaucoup fait parler. Oui. Moi, j'ai vu les affiches un peu partout, on m'en a pas mal parlé, ça s'appelle Évanoui. Donc celui-là est à moins de 12 ans aussi. D'accord. Et alors l'histoire est très simple. En pleine nuit, 17 enfants ont disparu, tous de la même classe d'une école primaire. Et pendant tout le film, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont tous disparu, parce qu'un seul d'entre eux est toujours là, toujours présent. Donc c'est un film réalisé par Zach Cregger. C'est un réalisateur qui a fait un film précédent qui s'appelle Barbare, un très très beau film mais qui n'a pas connu de sortie en France et qui a directement été sur Disney+. Et c'est bien dommage parce que Disney+ n'est pas une plateforme propice au genre de l'horreur, et donc il a raté son public. Et pourtant c'est... Alors qu'il a eu un très gros succès aux États-Unis, moi j'avais noté ça, 4,5 millions de dollars de budget et 45 millions de recettes, donc 10 fois plus sur le seul territoire des États-Unis. Donc ça a été un grand succès, mais il n'a pas trouvé de distributeur en France. Non, c'est ça. Imagine. Et c'est vraiment dommage parce que, il est incroyable, c'est une vraie pépite. Et le réalisateur arrive à prendre des situations quotidiennes et anodines qui sont déjà assez horrifiques et à les faire basculer dans l'épouvante horreur avec vraiment un succès et une maîtrise qui est assez fascinante. Moi, il me fait un peu penser à Ari Aster qui a fait Midsommar, Hérédité. Mais pourtant, je trouve que Zach Cregger arrive à dépasser Ari Aster, et c'est déjà une portée qui est dure à atteindre. Ah, je vois que Tony... Non, mais je suis curieux parce que du coup, moi je trouve que, oui, le réalisateur, je sais plus le nom, d'Hérédité et Midsommar, ouais, je trouve vraiment que, en tout cas, moi, dans ce que j'aime, il est vraiment très très fort. Je pense que c'est du film d'horreur qui te tient et tout, donc... Là, si tu me dis qu'il le surpasse. Pour moi, je sais que je suis fascinée aussi par Ari Aster, et en découvrant les films de Zach Cregger, je me suis dit c'est possible d'arriver un cran au-dessus, quoi. Je trouve que c'est vraiment c'est parce que il arrive à prendre vraiment des situations vraiment très quotidiennes, et je pense que c'est d'autant plus glaçant et qu'il y a une vraie maîtrise, un peu comme Ari Aster maîtrise sa caméra, Zach Cregger aussi, l'image est sublime, la mise en scène, les travelling, les plans séquences, il y a vraiment quelque chose de très fascinant, glaçant et même de furieux dans sa façon de filmer, et en même temps de très posé, donc on alterne beaucoup en rythme, et je le trouve très très fort. Je vais aller voir Évanoui. Je suis convaincu, c'est bon. Alors, donc c'est un film on va parler un peu des acteurs, donc Josh Brolin, qu'on a vu récemment dans Dune, où il fait partie des Avengers également. Exactement. Et il a retrouvé une de ses copines d'Avengers, c'est Julia Garner, qui fait aussi partie de cette troupe-là. Et en fait, pour le rôle de Josh Brolin, un autre acteur avait été pressenti, mais il a dû renoncer pour cause d'agenda, puisqu'il tournait les 4 Fantastiques. Et Tony, t'as une idée ? Je sais pas, Pedro Pascal. Pedro Pascal, effectivement, il est partout. Hein, il est vraiment d'accord, mais il est partout. Ouais. Il était dans Gladiator, il était aussi... Il était dans le dernier film de Ari Aster. Oui, Eddington. Eddington, voilà, exactement. Donc, un tournage à Atlanta, entre mai et juillet 2024, en pleine canicule. Ils ont énormément souffert de la chaleur dans ce film. Ils ont tourné dans un vrai lotissement. Au milieu, vraiment, des gens... D'ailleurs, dans le film, je ne sais pas si en arrière-plan, on voit des gens qui passent et tout. Sachez que ce sont les vrais habitants du lotissement. Ils ont tourné vraiment in situ. C'est un film un peu choral. Oui, c'est ça, exactement. Et il s'est inspiré de Magnolia, de Paul Thomas Anderson, qui date de l'an 2000, pour ce côté justement choral. Il a beaucoup travaillé avec les enfants, et ça, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais j'imagine que oui. En fait, ils ont embauché des coachs de mouvement pour les enfants, parce qu'ils ont la même gestuelle. C'est ça, ils ont ils ont une gestuelle très spécifique, synchronisée un peu, qui j'imagine renforce un peu le côté un peu mystérieux et troublant. Voilà, exactement. Donc voilà, Évanoui, c'est vraiment à ne pas rater. Ah oui, moi ça a été mon coup de cœur cette année en sortie de film hors horreur, et il est surprenant parce qu'il mélange aussi les genres. On retrouve un peu de thriller dedans et aussi beaucoup de comédie. Et c'est là que, on en parlait tout à l'heure, moi je trouve que l'horreur et la comédie vont de pair. Sauf que là, je trouvais ça très très impressionnant, la façon dont on passait de l'effroi
au rire, mais de façon très fluide et très surprenante. Enfin, moi, j'étais surprise de m'entendre rire à éclat après avoir été terrifiée. Et c'est vrai que c'est assez fascinant. Il nous fait passer par toutes les émotions. Et le film est drôle parce que il maîtrise réellement ce qu'il fait dans la narration comme dans la mise en scène. Et les situations, elles sont absurdes et horrifiques en même temps. Et ça marche très, très bien. C'est une vraie montagne russe émotionnelle. Oui, c'est ça. Ce que j'avais noté également, c'est qu'on disait Barbare a eu énormément de succès aux États-Unis. Et tout de suite, évidemment, on a proposé à Zach Cregger de faire un nouveau film et ils se sont battus pour l'avoir, puisque c'est New Line qui est le studio de production. Ils ont offert 38 millions d'euros. Alors, on rappelle que Barbare, c'est 4,5 millions de budget. Là, ils ont offert 38 millions d'euros et ils ont damé le pion à Universal, qui voulait aussi proposer à Zach Cregger de faire un film, et à Jordan Peele, qui est le réalisateur de Get Out et Us, qui est dans la production également, et ils voulaient tous signer le nouveau film de Zach Cregger, et c'est New Line qui a mis, j'imagine, le chèque le plus important, et en tout cas, c'est une réussite. Oui. Très bien. Après Évanoui, on sera au cœur de la nuit, il y aura une nouvelle pause, histoire de reprendre ses émotions tranquillement, manger un petit truc, boire un petit truc. Avec le quiz après. Ensuite, le quiz, du coup, un quiz sur l'horreur. C'est ça, sur le cinéma d'horreur. En général. Voilà, exactement. D'accord. Et pareil, il y a des lots à gagner, donc des places, des affiches et aussi des goodies. Très bien. Et ensuite, on monte d'un cran, puisque là, un film interdit au moins de 16 ans, qui est sorti le 30 juillet, qui s'appelle Substitution Bringer Back. C'est ça. Alors, donc là, les réalisateurs, c'est Michael et Danny Philippou, qu'on avait déjà programmé sur la Nuit de l'horreur 2023 avec le film La Main. Donc, c'est des frères australiens qui avaient déjà beaucoup surpris avec ce film-là. Et là, choc, mais véritablement. L'histoire est assez simple, c'est une histoire de deuil, un motif assez récurrent du cinéma d'horreur où on suit un frère et une sœur qui découvrent un rituel terrifiant dans la maison de leur nouvelle famille d'accueil. Et ils arrivent vraiment à faire jaillir quelque chose de novateur et très surprenant dans cette histoire de deuil. C'est une horreur, l'horreur qui provient d'une tragédie, mais l'épouvante arrive très rapidement avec le paranormal et on est épouvanté. Le film est terrifiant avec sa brutalité déchirante. Enfin, moi, il m'a vraiment choquée. Voilà. Et on en sort, mais on est épouvanté. Enfin, c'est vraiment un film d'épouvante qui remue et faut s'accrocher. D'accord. C'est aussi dans l'image, on est dans quelque chose de très graphique au niveau du sang. Les corps, on entend les bruits des corps en fait, mais sur des choses très anodines. Enfin, on a vraiment quelque chose de très présent au niveau, du corps et d'organique en fait qui met mal à l'aise dès le début et qui continue et qui augmente avec l'horreur et la révélation, ce qui se passe est très très surprenante et pourtant on est dans quelque chose de finalement qui pourrait être assez proche, une famille d'accueil, etc., d'un quotidien assez plus ou moins possible et donc je pense que c'est pour ça qu'il met très très mal à l'aise et parce que aussi ça touche à la famille et aux enfants. D'ailleurs, donc les enfants, il a fallu apprendre à travailler avec eux. Il y a de la métamorphose aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre, puisque il y avait beaucoup de maquillage, jusqu'à 5 heures par jour de maquillage. Wow. Mais ils ont estimé que pour le jeune acteur Jonah Wren Phillips, c'était trop. Donc du coup, ils se sont adaptés et ils ont créé des prothèses peintes. C'est-à-dire que plutôt que de le maquiller, ils peignaient des prothèses en amont et ensuite ils n'avaient plus qu'à l'installer. Et ils ont fait également ils ont fabriqué des tatouages pour des veines apparentes. Visiblement, à un moment donné, les veines ressortent. Je n'en sais pas plus et je ne veux pas le savoir. Mais voilà. Il y a des morts. Voilà. Et Sora Wong aussi, qui est la jeune actrice qui joue la sœur, du coup. Oui. Donc, il y a 12 ans. A vraiment été, elle est malvoyante dans le film, c'est ça. Et ils ont cherché une actrice qui était vraiment malvoyante. Elle n'a aucune expérience. Non, vraiment, c'est son premier rôle. Ouais, exactement. Et pour lui laisser le temps de s'acclimater, ils ont fait exprès aussi de mettre les scènes les plus dures à la fin.
faut qu'elle soit bien, qu'elle connaisse bien l'équipe, il y avait un côté vraiment une prise en compte de l'âge des jeunes acteurs pour voilà. J'imagine. On rappelle quand même que ça me fascine toujours. L'actrice qui joue le rôle de la sœur n'a pas l'âge de voir le film. Oui. On est d'accord. Comme Grace Kelly à l'époque, je crois, non. Elizabeth Taylor. Une actrice comme ça qui n'avait pas le droit, une actrice qui a commencé jeune aussi. Qui a commencé très jeune et qui n'avait pas le droit d'aller voir les films dans lesquels elle tournait. C'est assez hallucinant en fait. Donc, du coup, après, ça se comprend aussi. C'est pas la même chose de le tourner avec. Non, avec les décors, avec l'explication. Ça trompe pas ton subconscient de la même façon. Surtout si t'es un enfant et qu'on te protège. Voilà. Et si t'es un adulte et que tu comprends ce qui est en train de se passer, quoi. Et c'est autre chose que de voir un film avec le son, le montage, voilà, les effets spéciaux éventuellement qu'on a rajoutés. Voilà, exactement. Donc voilà, inspiré de faits réels. Oui. J'ai lu ça aussi, alors. Jusqu'à quel point inspiré jusqu'à quel point? On ne sait pas. Par rapport aux peines qui ressortent, on en reparle. On ne sait pas trop. En tout cas, La Main avait été un vrai succès. 92 millions de dollars de recettes. Et là, il est sorti le 30 juillet. Je ne sais pas s'il a beaucoup marché, ce film. Je pense au box-office. Moi, de ce que j'ai vu, c'est pas non plus c'est pas autant que La Main, mais je pense que aussi le sujet est compliqué. C'est pas le même niveau. La Main, c'était pas interdit au moins de 16 ans, je pense. Non, c'était plus accessible. Un peu plus accessible. C'est ça, puis même dans les thématiques, c'était de la possession, etc. Là, le film est un peu plus dur d'accès aussi, je trouve, et cherche un public un peu plus particulier. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes publics, je trouve. D'accord. Très bien. Mais en tout cas, il y a on retrouve la patte des deux, des deux réalisateurs. Donc, si vous avez aimé La Main, voilà, on monte d'un cran, mais ça devrait vous plaire. Et ensuite, nouvelle pause. Voilà, là, une pause pour essayer de décompresser. Surtout après celui-là, visiblement, il y aura besoin. Boire un petit coup, s'aérer un petit peu, voilà. Avant de replonger. Pour... alors, on redescend un film interdit au moins de 12 ans, mais c'est une marque. C'est le dernier Conjuring. C'est ça, l'heure du jugement. Exactement. Et le dernier. Enfin, on en reparlera. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce dernier Conjuring ? Alors, peut-être déjà rappeler que la saga a commencé en 2013. C'est ça. Oui. Qui a eu 10 films au total. Ouais. Donc, le premier, c'était Les Dossiers Warren, réalisé par James Wan. Il y a eu 4 Conjuring au tout, plus 3 Annabelle qui rentrent dans les Conjuring et 2 nonnes. Oui. Et La Malédiction de la Dame Blanche. Voilà, donc ça fait 10 films en tout. Ah oui. Recettes pour la saga entière, 2,4 milliards de dollars. On divise par 10, ça fait une moyenne de 240 millions par film. Et celui qui a le mieux marché, c'est le Conjuring 2, avec 321 millions de dollars de recettes. On retrouve les époux Warren dans ce nouveau film. Oui, exactement. On les retrouve pour leur dernière mission, en fait, qui explique pourquoi est-ce qu'ils sont partis à la retraite. Et c'est vrai que Conjuring, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué à l'époque où le premier est sorti. Parce que j'étais adolescente du coup, et c'est vrai que c'était assez marquant comme film. Et par la suite, même les Annabelle, je me souviens où ça disait que dans les salles il y avait des cas de possession, etc. C'était vraiment un phénomène impressionnant. Conjuring aussi, ça a porté un renouveau dans le cinéma d'horreur avec les maisons hantées, les cas de possession, etc. Il a rapporté un dynamisme qui commençait à s'essouffler, et il a construit vraiment sa franchise. Un peu comme le Marvel Universe, on a le Conjuring Universe avec des choses qui se croisent entre les films, les Annabelle sont liées au Conjuring, etc. Il y a des clins d'œil à avoir. C'est vraiment quelque chose qui s'est construit d'année en année et que je trouve assez impressionnant. Et donc là, on arrive à la fin et on suit en partie la fille d'Ed et Lorraine qui a grandi et qu'on avait déjà vu dans les précédents films, et qui donc a les pouvoirs de sa maman, donc de pouvoir entrer en contact avec les esprits. Donc le film reste assez classique dans
forme. Mais je trouve que ça fonctionne vraiment bien parce qu'on attend ça de Conjuring. On est dans des scènes d'horreur très très terrifiantes et surprenantes. Ils arrivent toujours à rajouter des screamers inattendus qui font vraiment peur. Et moi, quand j'ai été voir le film pour savoir si on allait le programmer, c'était l'avant-première des Halles. C'était impressionnant les réactions dans la salle. Et j'ai vu sur d'autres projections, ils faisaient venir des prêtres qui donnaient des petites bouteilles d'eau bénite. On est vraiment sur un truc. C'est l'événement, quoi. Et oui, non, mais ça marche très très bien. On récupère la recette Conjuring avec, on retrouve les figures des anciens films, des clins d'œil aux anciens démons, objets, etc. Et on conclut ça aussi d'une très très belle façon parce que Conjuring aussi, beaucoup des fans de la saga le disent, c'est une histoire d'amour. Ils adorent les histoires d'Ed et Lorraine et c'est vrai qu'on est sur une jolie histoire d'amour sur ce couple-là qu'on a vu évoluer. Il surprend, il terrifie, en même temps on est sur une belle conclusion de la saga. Pour toi, c'est une belle fin, oui. On peut s'arrêter là. Oui. Voilà. Il faut s'arrêter là. Alors, on va parler un peu de l'équipe du film. Le réalisateur Michael Chavez. Alors, c'était pas lui le premier réalisateur de Conjuring, c'est James Wan. Oui. Mais Michael Chavez, il a quand même réalisé Conjuring 3, La Nonne 2 et La Malédiction de la Dame Blanche. Donc, il est quand même intégré dans l'univers Conjuring. Les acteurs, je disais, c'est les mêmes. Donc, on retrouve Vera Farmiga. Alors, si vous n'êtes pas un grand fan des films d'horreur, vous l'avez peut-être vu dans Les Infiltrés de Martin Scorsese au tout début de sa carrière et In the Air avec George Clooney. Et Patrick Wilson, qu'on a pu voir dans Aquaman. La saga, c'est Marvel. Oui, réalisé par James Wan aussi. Réalisé par James Wan. Et lui, il aime bien quand même les films d'horreur parce qu'il a fait Insidious aussi. Oui. Donc, voilà, si vous aimez ce cinéma-là, vous le connaissez certainement. Et d'ailleurs, en parlant des acteurs, moi, j'ai retrouvé comme tu dis, il y a un vrai attachement à la série de la part des spectateurs, mais aussi de la part des acteurs. Et j'ai retrouvé une citation de Vera Farmiga qu'elle a partagée sur son compte Instagram le dernier jour du tournage, donc le 22 novembre 2024. Elle a partagé une photo d'elle avec Patrick Wilson et elle a écrit « Il y a environ 5000 jours, ce type et moi avons signé un contrat avec Warner Bros. Et dit oui à l'incarnation d'Ed et Lorraine Warren. Aujourd'hui, il se termine. J'ai encore 12 heures de rire et de folie avec lui, et puis brusquement, il quittera le plateau, enlèvera sa tenue de démonologue trempée de sueur, enlèvera ses cicatrices, affichera son sourire éblouissant et dira adieu à notre faux mariage. Oui, j'ai eu ces sentiments aujourd'hui. C'était un mariage parfait, une sacrée époque. À nos 12 ans de mariage, je te chéris. » Et je trouve ça beau de la part d'une actrice qui a eu le même partenaire sur la même saga pendant 12 ans. Et de poster ça, on sent qu'il y a un vrai... Ils ont construit quelque chose, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a un réel attachement. Puis même, aussi, je pense que ça va... ils ont créé du lien aussi avec l'histoire des Warren, parce que sur les premiers films, la vraie Lorraine Warren était présente. Vera Farmiga a eu des contacts avec elle. Et là, sur le dernier, donc Judy, qui joue leur fille, a été en contact avec la réelle Judy, donc la fille des Warren, qui lui a même donné un bracelet pour la protéger des forces paranormales pendant le tournage. Et donc, elle a eu un réel contact avec la famille des Warren. Surtout que depuis le début, Conjuring s'est inspiré de faits réels également. Exactement. Donc du coup, autour de vrais personnages qui existent vraiment. Donc ça rajoute un peu. Et puis alors, on disait c'est le dernier. Mais alors, moi, j'ai vu que le PDG de New Line, encore lui, avait dit que c'était la fin d'une série, les 10 films, mais c'était la fin de la phase 1 et qu'ils envisageaient une phase 2. Donc on imagine le studio derrière dire ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Ah bah oui. Ça marche bien. Ça marche bien. À 2,4 milliards en 12 ans, oui, c'est pas mal quand même. Ça rapporte à max. Donc voilà, on n'est pas à l'abri. Bon, visiblement les acteurs, eux, ils ont fermé et puis voilà. On n'est pas à l'abri d'un projet. C'est un mini Marvel. Hein. Voilà, c'est ça, avec encore et encore. Voilà. Ou Star Wars un peu. Oui. C'est pareil, il y a toujours des Star Wars au bout d'un moment. C'est voilà. Donc voilà, on terminera cette nuit avec du coup la famille Warren. Oui. Et puis en sortant, petit déjeuner. C'est ça. C'est ça, on pensera bien nettoyer bien
pendant toute la nuit. On pense aux salariés du cinéma qui seront là à 6h pour faire le nettoyage de la salle. Donc, on pense bien à tout jeter dans les poubelles, à rendre le lieu le plus propre possible pour que voilà, les professionnels qui vous auront accueillis toute la nuit, quand même, qui ont été là tout le temps, puissent repartir relativement vite et profiter d'un dimanche bien mérité. Merci beaucoup, Margot, de nous avoir détaillé tous ces films. Et tu es la bienvenue pour venir nous parler cinéma tout au long de l'année, film d'horreur ou pas, même si on a notre spécialiste, Tony, évidemment, qui nous laisse. Oui, c'est vrai. J'ai fait une saison d'horreur l'année dernière. Une saison entière d'horreur. Une saison entière d'horreur. Incroyable. Petit choix musical pour terminer cette chronique. Donc, il y a un des titres d'une BO d'un des films, donc Évanoui, pour ne pas le citer, qui t'a particulièrement marqué. Enfin, tu t'es dit c'était pas mal pour terminer cette chronique. C'est Beware of Darkness de George Harrison. C'est ça. Je me suis dit que ça rentrait totalement avec la thématique de la nuit de l'horreur et des films qui se déroulent en pleine nuit. D'accord. Et, puisque Évanoui était mon préféré dans ce programme, j'ai choisi la musique qui accompagne le film. Donc, si on résume, La nuit des clowns, super, très divertissant, vraiment bien, bonne entrée en matière. Évanoui, ton préféré. Substitution, celui qui t'a le plus fait peur. Et Conjuring, l'attachement. C'est ça. Une saga comme ça, il faut absolument voir la fin. Quoi. On ne peut pas passer à côté de la fin pour mettre un point final à cette saga. Donc, vraiment, aucun film n'est à rater. Hein. Non, il faut tous les voir. Ils sont tous, il n'y en a aucun qui est un peu au-dessous et de ça, c'est parfait. On se quitte donc pour un très court moment avec Beware of Darkness de George Harrison et on se retrouve tout de suite après pour la suite de 91% Culture. Watch out now, take up the word for swingers. Dropping all around you. The pain that often mingles. Anything to do.
De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture. Après ce morceau qui, j'espère, vous a donné encore plus envie de venir à la nuit de l'horreur, voir Évanoui, entre autres. Et voilà, venez déguiser, maquiller, participer au concours, au quiz, et puis repartez avec plein de cadeaux. Donc je rappelle, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, le 18 octobre, à partir de 20h, jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'à l'aube. Jusqu'au bout de l'horreur. Voilà. Pour les survivants. Au bout de l'horreur. Précise-le. Pour les survivants. Pour le petit déjeuner, c'est uniquement pour les survivants. D'accord. Voilà. On se tourne maintenant vers Tony. Oui. Tony qui a répondu à l'appel de cette... et alors qu'on peut aussi remercier, on en fera un peu tout au long de l'année des émissions thématiques sur proposition de Tony. C'est voilà, vrai. C'est vrai. Je trouvais ça intéressant d'avoir... Chouette, hein. Et puis c'est chouette qu'il ait pensé du coup à faire des termes avec l'horreur. Non, ça fait plaisir. C'est dommage. C'est une idée qui lui tenait vraiment à cœur. C'est voilà. vraiment ça me tenait à cœur. Je voulais sortir vraiment le texte le plus horrible et finalement non. Mais on ne sait pas. Mais il n'est jamais là où on l'attend. Voilà. Voilà, c'est ça. Petit subterfuge. C'est ça. Donc, Tony a un film relativement récent, l'année dernière. Oui, 2024. C'est ça. Coralie Farja. Film de réalisatrice française. Exactement. Oui. Il faut le souligner. Cocorico. The Substance que j'ai vu comme ça. Par contre, par hasard, en fait, j'en avais entendu parler, mais je l'avais pas vu au cinéma. J'ai regardé comme ça par hasard et une excellente surprise ce film. Excellente surprise parce que ça fait du bien de voir dans le cinéma d'horreur d'autres choses, d'autres styles d'images. Justement, on a un chef-op avec nous et je pense que sur The Substance, franchement, il y a un travail qui est magnifique. En fait, l'image est tellement belle et tellement dans un style et une époque que c'est fabuleux et ça passe de cette image très lisse, très très glam à des images qui sont très horribles. Donc j'adore. C'est franchement une bonne surprise et voilà. Très bien. Bonne découverte. Ah oui, d'accord, ok. Donc du coup, tu peux. Donc je vais vous parler du début du film, comme à mon avis. Bien savoir pourquoi ça t'a plu, quoi. J'ai raconté le début du film. De quoi ça parle ? Voilà, donc voilà. Donc le film commence ainsi. Donc Demi Moore et Elizabeth Sparkle, mais comme son nom ne l'indique pas, Elizabeth ne brille plus. Nous sommes le jour de son anniversaire et cette année de plus est celle de trop. Sa jeunesse s'est envolée, ses années de gloire avec. Son producteur, Hervé, je ne prononce pas très bien, joué par un Dennis Quaid en top macho pour qui Elizabeth n'est qu'un produit périmé, le dit lui-même. Il faut de la jeunesse dans cette émission de gym, aux tenues fluo, tout droit venu de l'époque de Véronique et Davina. En plus sexy tout de même, puisque c'est un critère impératif de sélection pour la production. C'est donc dans ce contexte qu'Elisabeth vit sa déprime. Autour d'elle, on l'oublie déjà, les affiches de pubs géantes qui trônaient sur le boulevard sont désormais arrachées sous ses yeux. Et perdue dans ses pensées, elle ne prêtera pas attention à cette voiture qui déboule de nulle part et lui rentre dedans. C'est maintenant, recroquevillée, qu'elle se tient sur un lit d'hôpital. Rien ne pouvait aller plus mal. Et s'il lui fallait une confirmation que cet anniversaire sonnait le glas, elle pouvait désormais l'observer sur son visage rempli de tristesse et de désespoir. L'infirmier, devant tant de détresse, lui dit qu'elle serait une bonne candidate. Candidate pourquoi ? Elisabeth retrouvera plus tard dans sa poche une clé USB, la présentation de The Substance et un mot « It changed my life », ça a changé ma vie. D'abord parti à la poubelle, puis récupéré suite à de longs silences devant le miroir, il est temps pour Elisabeth d'en savoir plus. Avez-vous déjà rêvé d'une version améliorée de vous-même, une version plus jeune, une version magnifique ? Telle est l'offre de The Substance et cela est possible en 3 étapes. On va essayer d'expliquer rapidement ces étapes. La première, l'activator, qui consiste en un accouchement par le dos. Ce n'est pas courant, je vous l'accorde, mais visuellement, ce film gagne ses galons d'horreur en tranchant avec l'esthétique glamour aux couleurs plus vives que celles des années dont il s'inspire. C'est bien à une autre elle qu'Elisabeth donnera naissance. La deuxième, le stabilisateur. Rien de fou, juste une grosse piqûre dans le dos de l'autre pour extirper d'un corps endormi le liquide salvateur qui stabilisera cette séparation des corps. Cette opération doit être répétée quotidiennement pendant 7 jours.
Et la dernière, c'est juste le switch. Les corps doivent impérativement, et je pèse mes mots, laisser la place à l'autre tous les 7 jours pour pouvoir profiter pleinement de cette double vie. 3 étapes et une règle. Vous ne faites qu'une. Et oui, car même en 2 versions, il ne faudra pas oublier que l'autre est aussi vous. Un point important à respecter si on ne veut pas que ce film glisse dans une horreur corporelle poussée à l'extrême. Donc nous y voilà. Elisabeth tente The Substance, pupille qui se divise, corps qui ondule comme s'il était habité, et naissance de la seconde version. La jeunesse et la beauté de ce second corps tranchent avec l'original, qui reste d'ailleurs au sol comme une coquille vide. Horrible, je vous l'ai dit. Ce retour à la jeunesse est une réussite. Maintenant, Elisabeth, qui se fait appeler Sue, sous les traits de Margaret Qualley, marche fièrement dans la rue, gagnant en assurance, jusqu'à aller postuler à son propre poste, qu'elle obtiendra évidemment, tant la production est restée bouche bée devant sa beauté. Ne reste plus qu'à switcher toutes les semaines pour qu'Elisabeth vive à nouveau sa meilleure vie, celle de sa jeunesse éclatante. Mais justement, la jeunesse aura-t-elle envie de retourner, ne serait-ce qu'une semaine, dans ce vieux corps dont plus personne ne veut ? Pardon, demi-mour. Pardon-moi. Je parle bien évidemment du film. Et là est tout le problème. Et là se trouve un prétexte pour la réalisatrice Coralie Farja. Un prétexte pour nous emmener dans un film d'horreur stylisé. L'attrait de la jeunesse, le temps qui passe, la quête du rester jeune, les exigences du milieu, autant de thèmes savamment abordés et savamment ensanglantés par une réalisatrice inspirée au niveau des plans, de l'image et de l'horreur corporelle. Eh ben dis donc, ça fait bien flipper quand même, hein, moi je trouve. Hein. Et ça donne envie en même temps. Ouais. Pas si bon. Non, alors moi c'est plus que ça m'a demandé un petit effort là, pour essayer de comprendre. Mais l'histoire du double corps, du c'est-à-dire switch. que déjà comme. Alors. Elle se Je vais transforme t'expliquer. En fait, elle se dédouble. Comment c'est quoi? C'est ça exactement. En fait, c'est alors à l'image, on va essayer de faire comme je vais vous détailler l'image. Son dos se fend. Et le second corps, en fait, s'extirpe son dos. C'est comme une division, en fait. Comme le fait, oui, comme une mitose, là. Comme la mouche, elle sort d'une chrysalide. Oui, mais ça reste quand même le corps initial. Oui, mais donc ça vient. Il se transforme, quoi. Donc vous avez. C'était à l'intérieur. Son corps jeune est à l'intérieur. Voilà. Donc ce qui montre que le mythe de la jeunesse éternelle, et donc en fait la jeunesse est encore à l'intérieur d'elle, mais on la voyait pas, et là on la fait ressortir, mais sauf que. Elle sort de l'enveloppe. C'est très philosophique tout ça de toute façon. Et donc tu te retrouves avec 2 corps, mais ils existent. Si tu veux, ils vivent pas en même temps. Il y a une semaine pour l'un et une semaine pour l'autre. Ah, ok. Il faut vraiment respecter ce principe, c'est à mi-temps. Oui, mais quand la vieille revient à son poste, elle peut pas revenir à son poste du coup. Non, en fait, elle disparaît pendant une semaine. En fait, la jeune, par exemple, quand elle prend le poste de gym, parce que c'est ce qu'elle faisait avant, et justement, la très très vieille, donc elle a été postulée. Elle dit par exemple au producteur que pendant une semaine, elle peut pas être là parce qu'il faut qu'elle s'occupe de sa mère et qu'il faut la ranger sur les trucs. Donc en fait, c'est une vie effectivement à mi-temps. Donc elle est obligée de disparaître pendant une semaine. C'est passionnant pour tout ce que ça transmet, enfin, comme toujours, de toute façon, les films sur la jeunesse éternelle, sur la damnation de Faust, les trucs comme ça, qu'est-ce qu'on est obligé de donner pour accéder à ça? Oui, qu'est-ce qu'on est obligé de donner Voilà. Le pacte. Il n'y a pas de solution miracle sans contrepartie. Il y a toujours une contrepartie. Ouais. Et donc science-fiction aussi. Enfin, il y a un côté. Je dirais film d'horreur, je dirais pas science-fiction. Du moins, il y a ce côté, effectivement, la substance, effectivement, le principe, on peut dire que non, ça n'existe pas. Mais la réalisatrice n'appuie pas sur le côté science-fiction, mais plus sur le côté horreur. Et tu disais horreur corporelle, ce qu'on appelle le body horror, quoi. C'est un genre en soi. C'est-à-dire tout ce qui est sur les métamorphoses, les corps, les métamorphoses du corps, les blessures sur le corps. Un peu comme David Cronenberg, là. Oui, voilà, c'est ça. Exact. Le spécialiste. Oui, je m'en souviens, j'avais vu ça. Ah oui, un matin à 9h à la fac, là, je m'avais dit, en fait, je vais sortir, parce que sinon je vais vomir mon petit-déj, donc bon, ça sera ma body horror, si tu veux. Ouais, c'est clair. Ma breakfast horror, quoi. Bref.
Margot, tu l'as vu? Oui, The je l'ai vu. Substance, pareil, tu conseilles? Moi, j'ai beaucoup aimé parce que déjà, j'adore le body horror, j'adore Cronenberg et je d'accord. trouve que le film est sublime là-dessus. Enfin, ça met très très mal à l'aise. Et aussi, il y a un message qui est assez impressionnant de la part d'une réalisatrice dans un milieu lequel le cinéma qui est un monde d'hommes, et aussi sur la péremption des corps féminins et des actrices comme Demi Moore qu'on n'a pas vu depuis longtemps au cinéma. Et du coup, le film offre quelque chose de très réel aussi sur la condition des actrices, etc. Et il y a une très belle mise en scène des corps féminins aussi, dirigée par une femme et qui aussi rajoute vraiment quelque chose en plus au film et au body horror qui est en général quelque chose de très masculin. Enfin, le cinéma l'est, l'horreur encore plus. Ouais. Et vraiment, le film est top là-dessus. Puis il a une énergie qui en sort celle qu'on veut pas en sortir malgré l'horreur. Et est vraiment génial. Bah, moi, ça m'intéresse de regarder ça. Et c'est marrant parce que j'y pensais quand tu le soulignais tout à l'heure, et là, comme tu en reparles, c'est un film sur le vieillissement du corps féminin, alors que j'imagine que le corps féminin de Demi Moore est quand même tout à fait c'est pour à ça son âge. Ouais. C'est pour ça que tu t'es excusé, c'est la première chose. Mais c'est surtout pour ça aussi qu'on se dit, bah dis donc, il y a du chemin, parce que si déjà on trouve que c'est extraordinaire de montrer un corps d'une actrice à son âge, c'est un petit peu comme quand Renée Zellweger expliquait que pour Bridget Jones, elle avait dû grossir et que ses cuisses se touchaient quand elle marchait. Oui, comme beaucoup de monde, Bridget. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref. Ça frotte. Voilà, c'est ça. C'est dur le retour à la vraie vie pour les actrices. Très bien, merci beaucoup Tony de nous avoir donné envie, en tout cas de nous avoir expliqué. Jeter un œil. Voilà, c'est ça, jeter un œil. Ou en tout cas, c'est un film dont on a beaucoup parlé. Il était à Cannes, enfin, il y a eu beaucoup de récompenses. Malheureusement, un an après, j'ai quand même l'impression que la pauvre Demi Moore, elle a fait son film et puis après, elle a peut-être rêvé d'une seconde partie de carrière, mais j'ai pas l'impression que ça se bouscule au testament. C'est vrai qu'elle est plus toute jeune. Hein, on la voyait déjà moins, Demi Moore. Bah oui, mais on s'est dit justement, c'est le retour et voilà, et j'ai peur que ce soit qu'un film. Non, mais ça a suivi le film. C'est Margaret Qualley qui la joue jeune, qui a des rôles maintenant. Ah bah voilà. Partout. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on peut te raconter tout ce qu'on veut. Bah oui, on reste dans le thème du film. Tu dis, elle est pas toute jeune, mais regarde. Oui, c'est vrai que c'est assez cruel pour les femmes. Soit elles s'adaptent, elles font à ce moment-là des rôles de grand-mère. Ou alors, c'est difficile de faire la jeune première. Et puis il y a de moins en moins. On leur donne même pas les rôles de grand-mère. T'as pas vu Leila Bekti, on lui a donné le rôle de mère de Jonathan Cohen? Ah bon? Oui, dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. C'est Leila Bekti qu'on a donné le rôle de la mère de Jonathan Cohen, qui n'a absolument pas l'âge d'être son fils. Et la série Netflix sur Bernard Tapie et sa femme. Bernard Tapie et son épouse avaient le même âge. Et dans la série, c'est joué par Laurent Lafitte et une actrice de 20 ans de moins. Oui. Voilà. C'est un peu dur. C'est vrai que c'est cruel. Soit on s'adapte. C'est pas que c'est cruel, c'est que c'est malhonnête. Oui, c'est pas cruel, oui. malhonnête. Oui, effectivement. Oui. Après, il y a des actrices qui sont adaptées, comme Moreau. Jeanne Moreau, oui, il y en a toujours, on peut toujours en citer. Ou Signoret. Oui, il y en a. Bien sûr. Mais c'est vrai que en ce moment, Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, elles se sont adaptées? Non, qu'on leur proposait des rôles en fonction de leur âge. Donc on leur a proposé des rôles, c'est pas elles qui se sont adaptées, c'est elles ont eu la chance qu'on leur en propose. Exactement, c'est ça. Et il y en a de moins en moins, enfin plus. C'est difficile en ce moment. Donc, et puis je pense que des rôles de femmes âgées, les scénaristes en écrivent moins, donc du coup, il y a moins de choix. Évidemment, on prendra toujours les mêmes parce qu'elles sont connues, et donc pour une Jeanne Moreau qui faisait peut-être, 10 films par an, et elle en faisait 10 et il y en avait tellement qu'en faisait 0. Voilà, il y a un côté un peu. Mais ça n'est pas une fatalité parce que plus il y aura de femmes réalisatrices, oui, plus on bien ouvrira le champ, sûr. et plus il y aura de personnes non binaires réalisateurs et réalisatrices, plus il y aura de points de vue différents, plus on peut combattre ce genre de choses, comme on pourra faire qu'il y ait des gens avec des accents régionaux qui utilisent leur voix pour du doublage, parce que jusqu'ici ça ne se fait pas, et qu'on dit oui mais ça me sortirait du film s'il y avait un accent marseillais dans le film. Ça te sortirait du film parce que t'as pas été habitué à avoir des accents marseillais, c'est tout. Mais si on avait été habitué, ça nous sortirait pas plus du film que ça. C'est une histoire d'habitude, faut juste décider ou non de choquer un peu les consciences. C'est ça. Et c'est pas les actrices qui peuvent le faire. De faire évoluer les choses, ouais. Merci beaucoup, Tony, pour. Merci à vous de m'avoir écouté. Cette C'était quand même explication. Horrible. Pourquoi t'as trouvé que c'était pas assez horrible? Parce que d'habitude c'est plus horrible, non?
Non, moi je trouve que c'est. Voilà, c'est déjà bien. Disons que là, tu t'es plus attaché au fonctionnement, de comment ça fonctionne. Étape 1, étape 2, étape 3. Tandis que d'habitude, il n'y a pas besoin d'expliquer comment ça fonctionne. C'est ce principe-là. Voilà, exactement. Mais là, il y avait Margot déjà qui nous a raconté des trucs horribles. Donc, voilà. L'horreur. Là, on est parti, c'est bon. Et on a une autre dose. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. On rappelle que vous écoutez une émission spéciale horreur. Voilà, au cas où vous ne sauriez pas, c'est fait pour, en fait. Tout ça est très voulu. Petite pause musicale, Tony, petit coup de cœur. Une vieille chanson, The Cramps, Goo Goo Muck, que j'ai entendue dans la série Mercredi. Donc la série de Tim Burton. Donc une ancienne chanson qui a été remise au goût du jour. Exactement, qui était déjà une reprise à la base d'un rock un peu plus classique, mais cette version-là, c'est un peu rock psyché des années 80, donc j'aime bien. Très bien. Ça met l'ambiance. Je te laisse. Donc c'est Goo Goo Muck. Goo Goo Muck, The Cramps. Très bien. Et on écoute tout de suite cette chanson qui va vous parler si vous êtes fan de la série Mercredi. Oui. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de 91% Culture. When the sun goes down and the moon comes up, I turn into a teenage Goo Goo Muck. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets, looking for something that is nice to eat. You better duck when I show up, the Goo Goo Muck. I'm a nighthead hunter looking for some head, with a way out body underneath that head. Baby, with a little luck, 'cause I'm a teenage tiger at a Goo Goo Muck. You better duck when I show up, the Goo Goo Muck. Looking for a feast. Yeah, I want the most, but I'll take the least, 'cause I'm a Goo Goo Muck tiger and a teenage beast. You better duck when I show up, the Goo Goo Muck. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture. Après ce morceau dynamique quand même. C'est du. Ah, est-ce que c'est ce qu'on appelle le rockabilly? Non, c'est pas du rock un peu. C'est du rock psychédélique. Rock psychédélique. Plutôt. D'accord, très bien. En tout cas, c'était sympa. On se tourne maintenant vers Claire-Marie qui va nous faire peur à sa façon. Tout à fait. Ici, c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais j'ai besoin d'extérioriser. Là, j'ai besoin de vivre. Ah oui, vas-y. Donc voilà, on reste dans le thème de l'horreur parce qu'on va parler des collègues de travail. Donc, quand tu quittes un travail, tu vois, vous voyez, salarié, quoi, tu quittes la routine, tu évites parfois, on est d'accord, des collègues
que tu apprécies moyennement, comme celle qui commente à voix haute tout ce qu'elle fait, par exemple, et à qui tu ne sais pas comment faire comprendre autrement qu'en te mettant toi aussi à commenter tout ce que tu fais. Ce qui donne une cacophonie de « et là je clique ici, Deniso, il est où Deniso ?» Et là je reclique. Donc évidemment, ça ne fait pas taire la collègue, opération ratée. Donc, quand tu quittes la routine pour aller vers l'aventure, je sais pas moi, un travail d'indépendant, vous voyez, ou quand on veut une carrière artistique, mais que tu te trouves fort dépourvu parce que le découvert fut bientôt venu, la solution s'appelle le job alimentaire temporaire, avec beaucoup de collègues et à horaire fixe. Donc, c'est comme ça qu'hier matin, je me suis présentée dans un service de la fonction publique pour, pendant un mois, classer des dossiers d'usagers, voilà, dans des pochettes, en carton. Je me suis dit, c'est bien, ça va me reposer. Une tâche répétitive. Voilà, retenez bien cette phrase. C'est bien, ça va me reposer une tâche répétitive. D'accord. C'est vrai que hier matin, j'étais contente de m'entendre penser, comme on dit, vous voyez ce que c'est, s'entendre penser, oui. Avoir du temps un petit peu pour laisser vagabonder son esprit en faisant quelque chose d'un peu répétitif, un peu facile, reposant, quoi. Voilà. Et puis, j'ai vu aussi comment ça me mettait au défi d'apprendre des nouvelles tâches, quand même, parce que même si c'est simple et répétitif, il faut quand même habituer ton esprit. Donc, pour mon cerveau, par exemple, d'essayer d'optimiser la manière de classer, de m'organiser. Bon, ça, c'était hier matin. Donc, hier matin, je me demandais, par exemple, comment, pour la prochaine fois, si jamais ça arrive, si je tombe sur un dossier de Pierrefitte-sur-Seine, alors que depuis, Pierrefitte-sur-Seine a fusionné avec la commune de Saint-Ouen, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Vous voyez, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Ouen, qu'est-ce qu'on fait de ce dossier ? Oui. Donc, hier, j'étais au taquet, en fait. Voilà. Aujourd'hui, on s'oriente doucement davantage vers un long trajet en quart de nuit entre deux villes d'Europe. C'est-à-dire qu'au début, tu t'installes, tu prends tes marques, tu te poses, et au bout de 30 minutes, il reste 11h30. Voilà. En termes de temps pour penser, mon esprit commence à être assez vide, curieusement. Voilà. Pour que les noms des usagers me fassent penser à des chansons. Et en termes de fonctionnement de mon cerveau, j'apprends surtout que quand une chanson me vient en tête, chaque fois que je reviens à l'endroit où j'y ai pensé, à cette chanson, je l'ai à nouveau en tête. Et comme je fais beaucoup d'allers-retours, parce que je fais du classement, voilà, il me reste 27 jours. Voilà. Hier, je me disais, en apprenant ce que c'était que la séparation de corps par rapport à la séparation de biens, c'est passionnant. Aujourd'hui, je me dis que dans passionnant, il y a vite casse-couille. Et c'est donc un travail très répétitif que j'exécute depuis hier. Et avec des gens que je ne connais pas, que j'entends pendant que je travaille et qui parlent entre eux, parce que c'est leur travail, de choses auxquelles je pige que dalle. Donc, est-ce que Simon, quand ça donne envie de se pendre, on peut parler d'horreur ? Oui. Je préférerais regarder Chucky, parce qu'au moins il y aurait de l'adrénaline. Là, quand on me souhaite bon courage, c'est pour trouver la cantine. Si je travaillais à la chaîne, au moins, il y aurait du stress, tu vois, un risque de se prendre le doigt dans une machine et du sang. Oh là là. Là, le monsieur qui me supervise me l'a confirmé tout à l'heure. Ah oui, c'est une tâche très rébarbative. Je préfère que ce soit vous qui le fassiez plutôt que mes agents. Merci de ta franchise, Christian. C'est comme un escape game, mais où tu perds tout le temps parce que sans cesse des dossiers arrivent sur la pile. Moment sympa de ma journée, enfin que dis-je sympa, presque trépidant, quand j'ai changé l'anneau du porte-clés du casier pour arrêter de me scier le doigt dessus. Joie, bonheur. Ça m'a quand même fait plaisir que Christian me confirme que ça leur était très utile, parce qu'il travaille au quotidien avec des dossiers sur 3 ans. Et donc bien classé, c'est mieux. Donc telle une bâtisseuse de cathédrale, j'œuvre à une immense tâche dont je ne verrai jamais l'aboutissement. Voilà. J'ai envie de tout jeter dans le canal. À 16h33, déprime totale, ce que je pensais qui allait être le clou de mon travail, le point d'orgue de ma mission sur un mois est arrivé bien trop tôt. Je suis tombée sur un dossier de Pierrefitte-sur-Seine. J'ai posé ma question et l'énigme est résolue. Voilà. Au bout de 2 jours. C'est déprimant. Et il reste 26 jours et 4 heures. Voilà. Bref, il faut imaginer Sisyphe heureux, dit je crois Camus. Sisyphe, bon courage. Merci Claire-Marie. Merci. Mais c'est un cauchemar. Cauchemar sans fin. C'est un peu un jour sans fin, ouais. Ouais, il faut faire un film. Ah là... On le passera la nuit de l'horreur, n'est-ce pas Margot? Voilà. Non mais
C'est répétitif. Et finalement, est-ce que Pierre Fitte sur scène a fusionné avec Pierre Fitte sur scène a bien fusionné avec Saint-Ouen, mais figure-toi, comme les dossiers datent d'il y a 3 ans, vous saviez pas ça, je suis sûre. Je vous ai appris. Bah oui, voilà. Ah oui, tu vois. Moi, c'était mon seul truc pour essayer de faire un peu ma bonne élève auprès de Christian, tu vois. Et alors, si je tombe sur un dossier de Pierre Fitte sur scène, vu que depuis, ça a fusionné avec Saint-Ouen, bon, bah voilà, en fait, le dossier, c'est Pierre Fitte sur scène, puisque c'était il y a 3 ans et que ça n'avait pas fusionné. Donc voilà, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, du coup, le reste 27 jours. Voilà. Et j'ai voulu faire ma maligne, parce qu'en fait, on peut prendre, on a une pause méridienne, et puis une pause le matin et une pause l'après-midi. Alors moi, je me suis dit, bah non, je vais pas faire de pause, et puis je ferai une pause méridienne plus longue. Mais en fait, il faut faire une pause. Ah oui. Tu peux pas faire 4 heures de suite la même chose. C'est pas possible. Tu pètes les plombs. Moi, je croyais que ce qui était stressant, c'était d'être chirurgien ou neurologue. Mais c'est pas du tout. Enfin, là, c'est stressant, je vous assure. D'accord, ouais, je c'est comprends. stressant. Voilà. Eh ben, bon courage. Mais merci. Merci, c'est bon. On pensera à toi pendant les 26 prochains jours. Bon, heureusement, tu es là ce soir. Écoute, ça me challenge un peu le cerveau. C'est pour te redonner de l'énergie pour les 15 prochains jours. Puisque... Les 26, Simon. Oui, mais après, tu vas revenir avant la fin des 26 pour te rechallenger. Bah oui, je vais peut-être prendre un abonnement. Au pire, viens la semaine prochaine. Viens toutes les semaines. Je vais dormir chez toi, Simon. Ça tombe bien, j'ai une tâche très répétitive à te faire, ça s'appelle la vaisselle. Ça ira. Il faut pas écrire il faut pas mettre chaque assiette dans une pochette en carton sur laquelle t'écris. Je suis quelqu'un de très organisé. Presque. S'il faut mettre des C'est pas étiquettes loin. sur tes assiettes, on est foutu. Non, parce que là, en plus, c'est toujours le même modèle. Donc, tu t'entretiens tes yeux. Tu dis, ah là, la date doit être là, et sur cette feuille, etc. Bon, une fois que t'as vu une feuille, t'as vu les 1000 autres. Hein. Du coup, c'est toujours au même endroit, mais tu te perds quand même. Voilà, tu te fais des petits pièges. Alors, P, c'est après S ou c'est avant S? Faut un peu s'amuser comme on peut. Voilà. Très bien. Bon, en tout cas, tu es la bienvenue à la radio toutes les semaines en culture. On t'héberge pour te redonner foi en la vie. Je demande asile. Déjà, petit choix musical très plaisant. Oui, bien sûr. Comme d'habitude, Simon, pardon, mais on repart sur la même chose. On a toujours des goûts musicaux en commun. Oui. Hein, oui, c'est vrai. Le mec fait semblant. C'est lui qui dit à chaque fois. C'est agréable, ça fait toujours plaisir. C'est lui qui dit à chaque fois. Oh là là, comme d'habitude, Claire-Marie, on adore les mêmes chansons. Ça fait plaisir. Ça, c'était la saison dernière. C'était la saison dernière, il a changé. Non, mais c'est vrai que sur cet artiste-là, c'est peut-être pas la chanson que j'aurais choisie. J'aurais pris Christina. Est-ce que tu connais Christina? Christina. Extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce que ça vous parle, Christina? Non. La chanteuse Anaïs. Okay. Voilà. Ça date un peu. Mon cœur, mon amour. Oui. Voilà, c'était la plus connue. Autre que Mon cœur, mon amour. Il y avait Christina qui est un petit bijou d'écriture. On peut écouter Christina si tu préfères. Non, c'est ton choix. Moi, j'ai eu mon choix. Cette chanson à Simon. Non. Et je lui offre Christina. La prochaine fois. Non, mais c'est bien, ça me donne des. Si tu viens la semaine prochaine, il y aura Christina. Je viendrai la semaine prochaine puisque Christian sera toujours là, donc bon. Puis Christina, voilà. Mais Christian, si tu m'écoutes, je te remercie parce que je suis ravie de pouvoir remettre mes comptes à flot. C'est mon banquier qui va être ravi. Et puis ça te donne de l'inspiration. Mais tout ce que je gagne en argent, je le dépense en café et en magazine pour changer la routine. Parce qu'avec tout ça, il faut bien que j'ai un petit déj différent chaque matin. Sinon, je vais pas tenir en fait. Ça fait trop de routine. Même toi, Simon, ça ferait trop de routine pour toi, je pense. Je ne sais pas. On ne le saura jamais parce que je te laisse faire tes 26 jours. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, peut-être une angine. C'est peut-être une angine. Qui pourrait te clouer au lit et t'empêcher d'aller travailler. À last. Je sais pas. Donc, c'est la chanson que tu as choisie. Tout à fait. D'Anaïs. Voilà. Mais oui, ça nous aura fait bien marrer, Anaïs. Oui, j'aime beaucoup aussi Christina. Même Mon cœur, mon amour. J'aime beaucoup Christina pour l'écriture. Ouais. J'ai beaucoup chanté Mon cœur, mon amour, mais j'aime beaucoup peut-être une angine pour la musique. C'est vrai, je m'en souvenais plus. Elle est très dansante. Et c'est vrai, quand je l'ai réécouté, j'ai fait, mais évidemment que je connais. Tu vois, évidemment que Claire-Marie avait raison. Mais c'est ce que je me dis tous les matins. Merci. Voilà bien une routine qu'il ne faudra pas changer. Voilà. Donc tout de suite, peut-être une angine d'Anaïs. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de 80% culture.
chevrette. Je tremble comme un écureuil. Je sens que je vais tourner de l'œil. Ma gorge sent quand je te vois. J'ai attrapé le mal de toi. Peut-être une angine, peut-être une angine, peut-être une angine, peut-être une angine. J'ai beau m'escrimer, tu me mets dans un drôle d'état. Proche de l'Ohio, l'Iowa et l'Alaska. Je suis lascive et pensive et plus que ça. Mais saurais-tu mettre fin à mon tracas, à mes tourments, des milliers de gens, mais plus que toi au monde. Et j'aime comme un âne en peine. Je bois du rhum à perdre haleine. Je pars en fumée dès le matin. De bonheur, de fédérons, des artères au le cœur. Je détale comme l'appendicite. Je me sens vidé comme une truite. Tu retournes mon estomac. C'est toi que j'ai au fond de moi. Peut-être un alien, peut-être un alien, peut-être un alien, peut-être un alien, j'essaye en vain de penser à autre chose que toi. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture. Après ce souvenir de 2008, effectivement, Claire-Marie, j'approuve. Voilà. C'est juste, j'ai mis une petite nuance. C'est tout. Vous êtes pardonné, Simon. Ah, merci bien. Je m'endormirai l'esprit serein. Pour ma grande clémence. Pourvu que ça dure. On va maintenant se tourner vers notre invité, Raoul. Rebonsoir. Oui, bonsoir. Qui a déjà bien participé à notre émission, justement. Voilà. J'ai écouté les chroniqueurs. Voilà, on sait ce que c'est qu'une nuit américaine. Voilà, effectivement. Donc, on a dit chef opérateur, directeur de la photographie. Oui, exactement. Donc, un maillon essentiel pour faire un film. Comment tu es devenu directeur de la photo ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Tu étais fan de cinéma ? Tu aimais l'image ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un long cheminement. Parce qu'au départ, je m'intéresse plutôt à la peinture, à la photographie. D'accord. Et le cinéma, c'est la phase d'après. Donc, à l'époque, je fais pas mal de Super 8. Ah oui. Donc, on tourne avec des caméras, des courts-métrages entre potes. D'accord. Et ça me plaît, et je me dis, tiens, mais si j'en faisais mon métier. Et donc, on réfléchit à l'après-bac et faire une formation. D'accord. Donc là, à ce moment-là, je pars en Belgique faire l'Institut des Arts de Diffusion à Louvain-la-Neuve. En Belgique parce que... Parce que j'avais plusieurs options. Soit je faisais Louis Lumière à Paris. Ouais. Il fallait un bac +2. Bon, j'avais que le bac en poche. Ou à un moment, comme je suis hispanophone, d'aller à La Havane, faire la célèbre école de cinéma de La Havane. Mais en termes de logistique, c'est compliqué. Oui, j'imagine. Et donc, l'Institut des Arts de Diffusion à Louvain-la-Neuve, je me dis c'est la bonne alternative. Il y a un concours d'entrée que je réussis. Donc, vas-y, quoi. Je suis parti vivre en Belgique. Belgique francophone ? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Oui, Louvain-la-Neuve, c'est le campus francophone du pendant Louvain, Leuven, qui est côté flamand. D'accord, très bien. Donc des études, et puis comment tu pourrais expliquer ton travail sur un tournage
Comment ça se passe? Au début, on t'envoie un scénario? Oui, voilà, la première phase. Donc moi, j'interviens déjà où le processus de production est lancé. Donc il y a un scénario, il y a du budget. D'accord. Le film, et ça y est, on part. Donc je reçois le scénario. Donc voilà, d'abord c'est la première lecture. Je le lis comme un spectateur, quoi, comme un roman. D'accord. Est-ce que l'histoire me plaît? Voilà, tout simplement. Est-ce que ça me plaît? Ou si ça me plaît pas, je peux pas. C'est compliqué de faire un film si j'adhère pas au scénario. Donc tu le lis comme un spectateur, mais un spectateur un peu averti. C'est-à-dire que tout de suite, quand tu lis les scènes, tu t'imagines déjà, tu as les images dans la tête. Oui, forcément, il y a des images, comme quand on lit un livre, quand on s'imagine des choses, mais j'essaie d'éviter d'avoir une lecture trop technique, hein, parce que forcément, par déformation, comme on voit une scène de nuit, par exemple, dans une forêt, on sait tout de suite la logistique que ça va donner. Ça veut dire beaucoup d'éclairage, grosse équipe. Donc on essaye d'avoir une lecture d'abord... la plus neutre possible. La plus neutre, voilà, en tant que spectateur. Est-ce que l'histoire me plaît? Est-ce que ça me parle? Est-ce que j'ai envie de le filmer? Oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, il y a différentes lectures plus techniques, effectivement. Les scènes, les ambiances, les décors. D'accord. Puis après, il y a énormément de discussions avec le metteur en scène, le réalisateur. Dans quel sens on va? Parce que voilà, il me faut quand même une direction. Oui, parce que c'est lui qui finalement a son idée dans sa tête et il sait ce qu'il veut comme image et donc il te transmet ça. Mais j'imagine qu'il y a des réalisateurs peut-être qui sont plus ouverts à des propositions. Oui, bien sûr. Plus directifs que d'autres, oui, c'est ça. Et oui, d'ailleurs, moi j'ai besoin d'une direction. Parce qu'il n'y a rien de pire que me dire tu fais ce que tu veux. Oui. Je vais dans quel sens? Mais à partir du moment où tu as le sens, est-ce que tu peux quand même proposer des idées? Bien sûr. D'ailleurs, souvent, on m'appelle aussi parce que j'ai un certain style, j'ai une certaine façon d'éclairer les films. Et puis, il y a une discussion avec le réalisateur sur comment il voit l'image. S'il a des références, ça peut être des photos, des peintures ou des références de films. Tiens, j'imagine une ambiance dans ce style-là. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment la discussion avec le réalisateur. C'est vraiment fondamental. Il faut vraiment qu'on se comprenne bien, qu'on imagine les mêmes choses, qu'on parle la même langue. C'est vraiment important qu'on aille dans la même direction. Parce que tu peux avoir lu un scénario, l'histoire te plaît beaucoup et ça ne matche pas avec le réalisateur. Ça ne matche pas, ou soit on s'imagine quelque chose que le metteur en scène, non, c'est pas du tout ce qu'il a imaginé. Ouais, d'accord. Donc c'est très important en amont, de bien déterminer dans quel sens on va, quel style d'image on veut faire. Une image contrastée, une image douce, une image forte, puissante, filmée à l'épaule, ou au contraire sur des travelling très lents, ou des plans fixes. D'accord. En fait, c'est ça la mise en scène, c'est faire des choix. Et faire les bons choix par rapport au scénario et dans quel sens on veut emmener le film. D'accord. Parce que toi, en tant que directeur de la photo, moi, j'imaginais la lumière, mais il y a aussi le côté cadrage. Exactement. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait un champ contre champ, par exemple, quand il y a un dialogue entre les personnages Ça fait partie aussi de ton métier. Complètement. C'est vrai que dans l'image d'un film, il faut imaginer qu'il y a quand même deux composantes essentiel, c'est le cadrage et la lumière. D'accord. Mais moi, je pensais peut-être naïvement que le réalisateur déterminait le cadrage. Parce que quand on dit qu'un réalisateur... C'est une discussion. Et puis, quand on parle cadrage, il faut aussi penser montage. Parce que tous ces plans, il faut les monter. Et c'est finalement l'assemblage de ces plans qui va créer le rythme qui va faire la narration, raconter l'histoire. Donc finalement, quand on dit qu'un réalisateur est aussi metteur en scène, c'est plus complexe que ça. Il fait pas la mise en scène, c'est un travail collectif également. La mise en scène, c'est quand même lui qui donne la direction, le chemin à suivre. Après, c'est un travail d'équipe. Chacun y apporte sa graine. Moi, en tant que chef opérateur, c'est ma façon de travailler, mon éclairage. Le monteur aussi travaille sur le rythme. Vraiment, c'est la dernière phase. Une fois que les rushs, tout a été filmé, on commence le montage. D'accord. Et toi, au moment du montage, tu as aussi... moi, je ne suis pas là. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Il y a un passage de relais, quoi. Et inversement, il vaut mieux que le monteur ne participe pas au tournage. Oui. Il faut vraiment qu'il ait c'est mieux s'il a un regard vraiment neutre et il découvre les images. C'est sa matière qui va sculpter, qui va monter. Il vaut mieux. Il vaut mieux séparer les choses. Moi, je n'interviens pas au montage où je passe dire bonjour, ou comment ça se passe. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire des images que j'ai faites là? Par contre, j'interviens à la fin, une fois que le film est fini et monté. On fait ce qu'on appelle l'étalonnage.
Oui. C'est le travail des couleurs, des contrastes. On finit le travail un peu comme le mixage est au son, on finit le son. D'accord, pour que l'image soit vraiment parfaitement... C'est vrai que des fois, on filme souvent dans le désordre. Oui. Séquences, et puis il y a ce qu'on appelle les raccords lumière. Il faut que les plans raccordent pour pas créer de choc visuel et qu'on ait l'impression... Il y a une harmonie. Voilà, qu'il y ait une harmonie, effectivement, une continuité lumineuse dans une scène. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que des fois, on doit faire avec les aléas de la météo. Il pleut, il y a du soleil. Donc il faut qu'après... Il neige, la neige fond. C'est déjà arrivé, tu vois. Ah oui. On commence à faire les plans larges, il y a de la neige, et puis le soleil sort, et la neige fond, et on n'est plus raccord. Donc il faut refaire les plans, par exemple. Oui, c'est compliqué. Au niveau matériel, comment ça se passe? J'imagine que c'est la production quand tu arrives, par exemple, le premier jour de tournage, tu sais de quel matériel tu vas utiliser? Oui, bien sûr. Bien sûr, on arrive, on a fait des tests, on a fait sur un long métrage, au moins 1-2 semaines de tests. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Sur un long métrage, on fait ce qu'on appelle les essais caméra. Déjà, avant même le début du tournage? Je dirais même en amont, après la phase de scénario, comme on a dit, on fait des tests, on utilise tel type de caméra avec tel type d'objectif. Et ce couple, en fait, caméra-objectif, va créer le style d'image qu'on souhaite. Comme une peintre qui choisirait ses pinceaux, quoi. Exactement. Ça a la marque de sa peinture à l'huile, la texture de sa toile. Si on peint sur un mur, sur une toile, c'est la même logique. On va choisir les outils. Avec quels outils je vais arriver à rendre l'ambiance voulue par le ou la réal, quoi. Voilà. Et ça, du coup, c'est toi qui le détermine. Oui. Tu arrives et tu... Alors, généralement, on fait des tests. Voilà. D'accord. Si on peut avoir un comédien ou la comédienne du film, c'est mieux. Des fois, on dit pour des essais. Avec les costumes, c'est encore mieux. Enfin, plus on se rapproche dans les conditions de tournage, c'est le mieux. Ouais. Par exemple, la scène. Si c'est un film qui se passe beaucoup la nuit, on va faire des tests la nuit. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on utilise ce qu'on appelle les doublures lumière? Alors, la doublure lumière, elle intervient surtout sur le plateau pour pouvoir régler les lumières, ce qui est souvent assez long. Et pour pas fatiguer le comédien, après, c'est sur certains films. C'est quand on a de l'argent, hein. C'est sur les gros budgets. C'est les gros films. Ou qu'on est connu. Avec, par exemple, Johnny Depp avec sa doublure. Oui, voilà. Johnny Depp, il est dans sa caravane. Parce qu'il faut qu'il ait Et l'autre, il prend la ligne. Voilà, il faut qu'il calme sa taille avec ses cheveux, tout ça. Oui, voilà, il faut qu'il soit pareil, le plus ressemblant, on va dire. Voilà. Ouais, après, des fois, c'est le fils du caméraman qui fait la doublure lumière, tu vois, quand il n'y a pas de budget, quoi. D'accord. Donc, tu testes le matériel. Oui, on teste le matériel, on teste tout, les zooms. Donc, toi, est-ce que tu as un matériel fétiche ou selon le film, selon l'image qu'il veut, tu te diras, je prendrais plutôt tel projecteur, plutôt celui-là? Ça dépend des films. Voilà, d'accord. Alors, moi, j'ai ma propre caméra parce que je tourne aussi des documentaires. Et là, je suis équipé avec ma caméra. Mais sinon, après, oui, on choisit, par exemple, d'une marque d'objectif à une autre, c'est pas la même rendu d'image. Est-ce qu'on va choisir des Zeiss ou des Cooke? Le rendu est pas le même sur les contrastes, sur la douceur de l'image. Donc, selon ce que le réalisateur veut faire ressentir, on n'utilisera pas le même... Et toi, j'imagine un jeune réalisateur qui ne connaît pas forcément... Toi, tu es là justement pour apporter ton expertise et de dire... C'est vraiment de la cuisine, quoi. On va donner, on peut faire ça. Par exemple, le dernier film que j'ai fait, c'est avec le réalisateur Julien Courbet, qui est un comédien. Oui, le comédien qu'on a connu il y a... Oui, qui a fait Le ciel... Les oiseaux et ta mère, voilà, par exemple. Le ciel, les oiseaux et ta mère. Voilà, j'ai fait son dernier film en juillet. Il voulait le tourner en scope, en anamorphique, donc en cinémascope, un format très allongé, parce que lui, ça lui plaît. Un peu il y a comme peut-être les films de Sergio Leone, c'est ça? Comment? Un peu comme les films de Sergio Leone. Oui, voilà, tout à fait. On a parlé de Sergio Leone, d'ailleurs, en préparant le film. Ouais. Donc, ce côté scope, avec des paysages... Qui met en valeur le décor, quoi. Voilà. On est dans les Yvelines, c'est pas très loin. D'accord. Donc, il voulait ce style d'image. D'accord. Donc, c'est toi qui a pu proposer de dire, on peut faire des essais avec ça, ce sera pas mal. Voilà, on a testé les objectifs, ça lui a plu, puis voilà, on a commencé le tournage. D'accord, très bien. Et donc, après, sur le tournage, tu le disais, faut faire avec les aléas climatiques, les aléas
Donc après, il y a une phase avant le tournage, ce qu'on appelle, qui est très importante, ça s'appelle les repérages. Donc je vais avec le réalisateur, des fois le chef électricien et le décorateur, on va visiter les décors, tout simplement. D'accord. À quoi ressemblent les décors du film, où est-ce qu'on place la caméra, et comment on interagit au niveau du décor aussi avec le décorateur sur le décor, et puis pour avoir le rendu adéquat. D'accord, très bien. Et donc du coup, dans des décors, dans quel genre... Parce que j'imagine que si c'est dans une ville, c'est plus compliqué de faire du repérage. Ça se fait aussi, hein. Il faut dans les conditions de lumière de la scène. Parce qu'au-delà du tournage, parce qu'on imagine que pendant je sais pas, un tournage qui se passe dans une rue parisienne, on imagine que le temps du tournage, voilà, il y a toute une logistique qui se met en place. Oui. Mais même en amont, vous pouvez demander des autorisations pour bloquer la rue ou quoi, juste pour faire les repérages. Pour les repérages, on va pas forcément demander une autorisation. Mais pour le tournage, c'est inévitable. Oui. Tourner à Paris pour bloquer des rues, tout ça. Mais pour le repérage, vous pouvez le faire au milieu on va dire, des badauds ou... Oui, après, là, dans le film de... Qu'est-ce qu'il y a, Claire-Marie? On a perdu Claire-Marie. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise. Des badauds, peut-être. Brigitte Bardot. Des passants. Non mais La journée fut longue. oui, parce que vraiment. Pardon. C'est les badauds, ça m'a tué. Donc au milieu de la foule. Donc oui, donc si c'est une scène de nuit, évidemment, on va voir le décor plutôt la nuit, surtout sur des décors urbains. Peut-être qu'il faut de la lumière ou pas, ou souvent on utilise des décors qui sont déjà lumineux, où il y a des lampadaires ou des vitrines qui éclairent. D'accord. Et quel est ton plus beau souvenir de décor, par exemple? Parce que tu as peut-être tourné dans des déserts. Tu as fait des tournages, des fois, dans des lieux absolument incroyables. Ah oui, j'ai fait un film au Vatican. Ouais. Ah ouais. Donc j'ai pu rentrer dans l'état du Vatican, filmer la nuit, le soir. C'est très compliqué. C'est très 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 compliqué, évidemment, parce que c'est un lieu. Oui, c'est le cas de le dire. C'est un lieu de pouvoir où se mêle le pouvoir, l'argent. C'était quoi ce film? C'est un documentaire. D'ailleurs, il est visible sur le replay d'Arte. C'est la cité qui voulait devenir éternelle. Voilà. D'accord. Documentaire. Documentaire que tu as réalisé, du coup? Que j'ai photographié. Que tu as photographié. J'ai fait. D'accord. Ça veut dire où tu étais le directeur de photographie. Voilà, je suis derrière la caméra. D'accord. En documentaire, je suis derrière la caméra et je règle aussi les éclairages. Oui. Parce qu'il y a moins, l'équipe est plus réduite. Oui, voilà, on est sur des équipes d'environ 5-7 personnes. D'accord. Avec un ingénieur du son, un assistant, des fois un électricien. Ouais, donc il faut être polyvalent. Voilà, c'est système D, il faut être léger, polyvalent, réactif. D'accord. C'est une façon de travailler qui est intéressante aussi. Donc oui, la Cité du Vatican, oui, ça doit être quelque chose, effectivement, de pouvoir... surtout la nuit, vous l'aviez pour vous, quoi. Oui, on filmait la nuit. On a eu aussi dans les endroits qui ne sont pas forcément dans le circuit de visite. Oui, de pouvoir rentrer dans des lieux un peu... Ou par exemple, on a tourné une scène avec une grue dans la chapelle Sixtine. Donc là, forcément, on doit le faire après 22h, donc c'est-à-dire en dehors des horaires de visite. Là, tu dois avoir 40 curateurs et directeurs de musée qui épient tes moindres mouvements. Entre les gardes suisses. Là, tu sors pas du truc vivant si tu causes un problème. On a rentré une grue de 9 mètres avec le plafond pour filmer les fresques de Da Vinci ou de Fra Angeli. De Michel-Ange. Michel-Ange, ouais, le plafond. Pas que ça ripe le plafond. Oui. Oups. J'ai fait une marque avec mon stylo. Désolé. J'ai ripé, chef. Non, par exemple, là, ça c'est vrai que se retrouver tout seul dans la chapelle Sixtine. C'est surtout ça, c'est qu'il n'y a pas toute la file de gens qui... Oui, je l'avais visité en tant que privilégié, spectateur, où on est au milieu de 30 Bien sûr, une centaine de personnes. Une centaine de personnes. Là, c'est vrai que ça fait quelque chose. C'est des moments émouvants. D'accord, et sans problème technique, tout s'est bien passé. Très bien passé. Après, on avait un créneau horaire, on tournait jusqu'à 1h du matin, je crois. Donc, on a 3 heures pour faire des plans de grue. C'était pas évident, parce qu'il faut quand même déplacer cette grue qui est sur oui. mais on a très bien. Ouais, d'accord. On s'est éclaté, quoi.
Et est-ce que tu as des souvenirs d'un tournage où, à l'inverse, il y a eu des soucis Après, on peut se retrouver en Amazonie, en pleine jungle, sous une averse, quoi. Les pluies battantes. Les pluies battantes, bah, c'est carrément il pleut. La pluie tropicale. La pluie tropicale, on est trempé avec le matériel dans le sac à dos, on transporte des batteries en montant sur des collines c'est plein de glaise, on glisse, enfin, des trucs comme ça, tu vois, par exemple. Ou sur une pirogue, sur un fleuve. En fait, tu as tourné un peu partout dans le monde? Pas mal, ouais. J'ai pas mal voyagé. Dernièrement, j'étais au Japon. D'accord. Un film pour France Télévisions. Oui, je voyage pas mal dans les endroits un peu. Ouais, c'est très varié. Hein. Ça peut aller de l'Amazonie, effectivement, au Vatican. Au Futuroscope, quoi. Futuroscope, j'ai pas. Non, mais je veux dire, voilà, plus proche, quoi. Ouais, quelque chose de au plus. Château de Versailles, par exemple. Ouais. Et est-ce qu'il y a des réalisateurs avec lesquels on sait qu'il y a des réalisateurs qui aiment bien s'entourer toujours de la même équipe, les mêmes comédiens, ils ont leur technicien fétiche, parce qu'il y a un côté comme ça, à force de se côtoyer, bah. Oui, il y a des binômes qui se créent. On parle la même langue. Il y a des réalisateurs comme ça que tu suis dans leur carrière. Moi, je travaille beaucoup avec un réalisateur, ou des réalisatrices, effectivement. On parlait de Bojana Momerovic, j'ai fait 2 films avec elle. Là, je prépare le 3e, qui est une réalisatrice croate très intéressante. Hein. D'accord, sur du long métrage cinéma Pour l'instant, c'est sur du court. Du court, d'accord. On essaie de monter étape par étape. On a commencé par un film assez modeste, autoproduit, mais qui a très bien marché. C'est quelqu'un qui aussi sait vendre ses films, fait beaucoup de festivals. D'accord. Ensuite, on est passé un cran au-dessus avec un film beaucoup plus abouti, qui s'appelle Armée, qu'on a fait l'année dernière. Et là, on essaie encore de upgrader, d'avoir vraiment le CNC derrière, donc dossier, demande de subvention. Bien sûr, en s'appuyant justement sur le succès, même si parler de court-métrage, le succès, c'est dans des festivals, dès qu'on a des sélections dans des festivals. Même quand on a un grand prix dans un festival, ça ouvre pas forcément des portes. Non. Sur Echo, on a eu le premier prix au festival de Cognac, qui est quand même un gros festival. De film policier, ouais. Film policier, voilà. Un film à noir, vraiment très bien abouti des frères Olenik. Et puis finalement, on n'a pas de distrib. Le long métrage, on verra. Ouais. Entre-temps, il y a le Covid. Ah oui. Pas de bol. Il y a le Covid qui a pas mal freiné de choses. Donc voilà, des réalisateurs, des réalisatrices fétiches que tu suis. Oui. Et est-ce que tu as des cinéastes que tu aimerais alors j'imagine que... Est-ce que ça peut se faire que toi, t'envoies un mail ou que tu rencontres quelqu'un dans le cadre et tu dis j'adorerais travailler avec vous? Ça peut se faire dans ce sens-là aussi? Alors j'ai envoyé un mail à Scorsese, il m'a pas répondu. Bon. Pas sympa. Hein, non, mais je veux dire, non. Après, il paraît que Spielberg est plus sympa. Il faut des opportunités. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de recette. Des fois, il y a un film qui passe dans un festival, le réalisateur aime bien l'image. Voilà, et ça va arriver comme ça, par exemple, de rebondir. Il y a aussi ce qu'on fait de plus en plus des castings de chefs opérateurs. On rencontre des réalisateurs, d'accord. Et au feeling. Mais qu'est-ce que tu montres dans ce cas-là pour Je monte ma démo. Puis après, c'est des discussions. Ouais. Est-ce que le feeling y passe, quoi. Voilà, c'est ça. C'est plutôt est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble Est-ce qu'on a des choses à se dire? Oui. Alors on se retrouve, en fait, non, on se comprend pas. Des fois, il y a des réalisateurs qui sont très doués, mais Oui, c'est juste que ça correspond pas. C'est pas mon délire ou c'est pas. Voilà. Je pense que c'est important de parler la même langue. Oui, oui, tout à fait. Oui, Claire-Marie. Est-ce que avant de faire ces études que tu allais faire en Belgique, tu étais déjà très cinéphile? Oui, complètement. J'étais vraiment cinévore, quoi. Je dévorais film après film. Des fois, je mettais sur pause. C'était à l'époque des VHS et des DVD, donc je mettais sur pause pour décortiquer image par image. Comment étaient montés les plans, comment s'articulaient au fait les séquences avec le plan large, le serré, le champ contre champ. Vraiment, c'est une analyse parce que finalement, faire un film, c'est une écriture. C'est une écriture visuelle. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est une écriture visuelle, c'est un agencement, c'est travailler le rythme. Et quel réal ou quel film t'a carrément donné envie de faire ça? Plein. Ah bon. Je pourrais citer Kubrick, évidemment, tous ces films sont pour moi des chefs-d'œuvre. Après. Le boulot sur Barry Lyndon, enfin, c'est. Lyndon au niveau des lumières. Incroyable. Incroyable. Qui sont éclairés à la bougie avec des motifs très spécifiques. Après, il y a des cinéastes comme Scorsese qui me touchent beaucoup. C'est genre de cinéaste, quoi. D'accord.
Très bien. Et la réalisation, tu disais que tu faisais des petits films quand tu étais jeune avec tes amis. Oui. Tu t'es jamais dit un jour, allez, je vais écrire une histoire, je vais me lancer. Ce serait quoi la différence? Tu vas me dire, allons-y, assumons le côté bête de la question. C'est quoi la différence qui te fait pas passer à la réalisation? En fait, c'est une question de profil. Je pense que moi, le poste de directeur photo, je trouve que c'est déjà un aboutissement en soi. Après, la réalisation, c'est pourquoi pas, mais c'est un autre métier. Bah, c'est-à-dire qu'il y a le côté direction d'acteur. Direction d'acteur que je maîtrise pas, forcément. Moi, je suis quelqu'un de très visuel. Mm. Je pourrais faire un clip éventuellement, mais diriger des comédiens, savoir quoi leur dire, comment les diriger, ça, je sais pas, c'est pas. Ou réaliser un documentaire, du coup, parce que pour le documentaire. Le documentaire, j'ai des idées. Je suis en train d'écrire un documentaire. Ah ouais. Pourquoi pas le proposer à Arte, on verra. Mais c'est là, fascinant ce travail-là d'avoir une idée du visuel. Oui, mais c'est ma façon de fonctionner. En fait. Oui, voilà. Je suis d'une famille de musiciens. Ah oui. Pas de bol. Moi, la musique, j'écoute beaucoup de musique, mais c'est pas moi, je suis pas du tout musicien. Donc voilà, c'est ma façon de m'exprimer, c'est visuellement. Il y a des capacités dès le départ, justement, à ça, une appétence en tout cas pour travailler dans le visuel, ouais. Oui, voilà, c'est un long cheminement. Je viens du milieu de la peinture à la base, la photo, le cinéma. Finalement, à chaque fois, ça a été une marge de plus dans mon aboutissement, je pense, artistique. Très bien. Où est-ce qu'on peut voir ton travail, justement? Quels sont, on va dire, tu disais qu'il y avait le documentaire qui était visible sur la plateforme. Sur Arte Replay, il y a 3 films qui sont visibles jusqu'en novembre-décembre. D'accord. Donc il y a celui que j'ai fait au Vatican. Le Vatican, ouais. Vatican, la cité qui voulait devenir éternelle. Voilà, sur le replay d'Arte. D'accord. Il y a un autre film sur Versailles qui s'appelle Versailles, le palais retrouvé du roi Soleil. Donc pareil, en replay sur Arte. Donc c'est des formats 90 minutes. Donc c'est du long métrage documentaire, ouais. Qui sont diffusés généralement le samedi en prime time. Oui, c'est sur l'histoire. Voilà. c'est la case qu'on appelle l'aventure humaine. Oui, voilà, c'est ça. Sur Arte. Avec des documentaires historiques. Ouais. Souvent, voilà, c'est ça. C'est soit des personnages. J'en ai fait un sur Gaudi, sur la Sagrada Familia aussi. D'accord. C'était très intéressant d'aller sur le tournage de la cathédrale et de refaire une partie fiction, parce que souvent, il y a des moments de fiction ensuite. Ouais, des docu-fictions, du coup. Ouais. Voilà, ouais. On a fait toute une reconstitution avec Gaudi. D'accord. En catalan, en studio, en refaisant tout son atelier. D'accord, waouh. Donc c'est de là et un troisième du coup. Et donc le Mont Saint-Michel, le labyrinthe de l'Archange, qui est aussi visible sur le replay d'Arte. Très bien. Donc c'est 3 documentaires. Super. Et tu travailles actuellement tu es sur des projets ou tu as des projets bientôt Oui, donc là je viens de finir un film au Japon sur le château d'Azushi. D'accord. Il sortira l'année prochaine, 2026, sur France 5. Très bien. Et en ce moment, je suis sur un tournage au Louvre. Oh, mais tu tournes que dans des endroits incroyables. Oui, le Louvre. Mais est-ce que c'est pas ta patte, justement, de pouvoir filmer Est-ce que tu as... L'art. Oui, voilà. Est-ce que tu as... Une prédilection, prédilection et puis un talent, justement, on vient te chercher parce qu'il faut filmer telle palette, Est-ce que tu es connu dans la... Je sais pas si c'est à toi de dire ça, mais est-ce que tu es connu dans la profession pour dire tu veux filmer tel palais ou tel truc ou va voir Raoul, lui, c'est le meilleur. Oui, après, je suis pas spécialisé là-dessus parce qu'au départ, je me suis pas forcément prédestiné à faire des monuments. Mais c'est à force d'en faire, après aussi, on colle aussi... une étiquette, oui. Une étiquette de spécialiste des grands monuments. Après, c'est valorisant parce que c'est vrai que je voyage. Oui, c'est super. J'ai fait Versailles, le Mont-Saint-Michel, le Chambord, la Sagrada Familia et dernièrement l'Alhambra aussi. En Espagne, toujours. Donc, mais après, je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire ce... Non, mais tu as sans doute ce talent qu'on te reconnaît. Donc, les réalisateurs viennent te chercher pour les producteurs. Filmer l'architecture, ça me passionne. Ouais. C'est quelque chose qui me passionne aussi. Donc, oui. En tout cas, c'est des films qui sont très gratifiants à faire. C'est à chaque fois des aventures. On rencontre des historiens, des archéologues aussi. Donc, c'est assez passionnant de discuter avec eux. Très bien. Et donc là, et le Louvre, tu filmes, tu sais de quoi ça va parler exactement? Oui, alors c'est un long projet qui est très très long, qui était compliqué à monter parce que on avait l'accord du Louvre. Ensuite, ils ont changé de directrice. D'accord.
Et donc, ça a chamboulé pas mal de choses. Donc, enfin, on va finir le film qui a commencé il y a déjà quelques années. C'était avant le Covid, on avait commencé le... Ah oui, ça commence à dater, ouais. Ouais. Et donc là, donc on va le faire cette année. Donc, on tourne beaucoup les mardis, parce que c'est le jour de fermeture. Exactement. Et la nuit, non? Et la nuit, les nocturnes, pas forcément, non. Non, d'accord. Parce que c'est compliqué à organiser. Il faut faire les autorisations. Dans le Louvre, c'est compliqué, tu vois. Il a quoi? Nuit américaine dans le Louvre. Tu recrées la forêt. Il faut éclairer toutes les salles. Non, parce qu'on est accompagné forcément par les équipes du Louvre. Oui, bah oui, j'imagine. Ouais. On n'est pas lâché comme ça. On vous laisse les clés. Voilà, je suis passé devant la Joconde la dernière fois. Tiens, c'est pas mal ce petit tableau. Ça rentre dans une petite poche, hop, dans le petit sac. Et ben merci beaucoup d'être venu, nous parler de ce métier essentiel, mais voilà, maintenant on regardera différemment, effectivement, la lumière, le cadrage, et on se dira, et quand on verra marqué directeur de la photographie au générique, on se dira, ah, lui, je sais ce qu'il fait. Voilà, il fait l'image. Voilà, très bien. Oui, tu avais une question? Je trouve que ça confirme ce que... Enfin, moi, je trouve que pour les films, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en fait, les films, ils devraient être récompensés pour toute l'équipe, en fait. Enfin, alors, je sais qu'il y a des récompenses il y a le prix de la photo. Voilà, il y a le prix de la photo et tout, mais je me dis, un film, en fait, c'est pas une personne, un réal, une actrice, un c'est un travail d'équipe. C'est toute une équipe qui fait que quelque chose est possible. Quoi. Ouais. Bah exactement, parce qu'effectivement, surtout quand tu récompenses une réalisation, la réalisation, elle passe par tous les aspects techniques, en fait. Bien sûr. Bien sûr. C'est le chef d'orchestre, le réalisateur, quand même. Le chef d'orchestre qui donne la direction à tout le monde. Oui, évidemment. D'ailleurs, on t'a pas posé la question, mais... moi je le sais, parce que je te connais. Tu as eu pas mal de films présentés dans des festivals. Oui, pas mal. Et tu as gagné, quelques prix aussi. Tu as gagné quelques prix. C'est quoi, comment tu le vis, le fait de... Pas bien. Je le vis. C'est pas trop dur. Ça fait plaisir. Après, concrètement, ça n'a pas changé ma vie, parce que j'ai eu le prix à Paris. Oui, parce que j'ai eu... moi, j'ai connu Raoul sur... la promotion d'un film, que je suivais un acteur à l'époque. J'étais fan, peut-être un peu trop d'ailleurs, je m'en rends compte aujourd'hui. Oui, j'étais jeune. Parce que tu étais là-bas, apparemment. Et de quoi? J'ai dit puisque tu y étais. Non, mais donc du coup, je gérais sa page fan sur les réseaux sociaux. Ah oui. Et donc je rencontrais tous les gens avec qui il travaillait. Il en faut. Je gère les pages fans, sinon il y aurait pas de pages fans. Oui, mais bon, après... Pas ça aujourd'hui, tu veux dire? Non, voilà. C'est l'expérience. C'est l'expérience, j'étais jeune. Et donc, j'avais rencontré Alban Ravassar, qui est donc le réalisateur du film. Du film L'Appel, qui a été un film de genre, justement. Oui, mais justement, on parlait de transformation d'un monstre. Voilà, c'était tout à fait ça. Il change de peau aussi, c'est ça, le personnage. Il se transforme en espèce de monstre aquatique. Oui. C'est inspiré de Lovecraft. Donc, il y avait tout un univers derrière tout ça. Il y a la face cachée des choses. C'est vrai qu'en termes de lumière, surtout, Mais c'était dans une grande plage, je sais pas où vous aviez tourné, mais on a tourné dans des dunes. À Montalivet. C'est dans les Landes. Ah d'accord, oui, avec les grands espaces. C'est à côté de Bordeaux, c'est dans l'estuaire, dans la partie proche de l'estuaire. Et c'est un film qui a été montré dans des festivals, mais partout à travers le monde. Oui. Et donc, j'avais rencontré Alban Ravassar, le réalisateur. Voilà. Oui. Et puis un jour, il m'avait convié avec l'actrice Pamela Ravassar. Oui. Et puis, toi-même, à une remise de prix à Paris en disant si tu veux venir avec l'équipe. Au festival Busters. Voilà, c'est ça. C'est pas les Césars, mais c'est quand même, il y a un petit côté un peu excitant d'y aller avec une équipe et de se dire, il y avait un photocall, il y avait, tout ça. Et le premier prix, c'était le prix de la photo, je crois, et bim, Raoul Fernandez. Oui. Donc on était tout contents. Moi, je suis venu tranquille, tu vois, boire ma bière. Tu vois, là, on m'appelle sur scène. Attendez, elle n'est pas débouchée. J'ai pas prévu de discours, tu vois, mais bon. Donc, ça m'a fait plaisir, c'est sûr. Oui, j'imagine qu'il va y avoir un côté récompense du travail. Et puis c'est l'occasion pendant ce genre de faire travailler son réseau, de rencontrer d'autres réals, de pouvoir comme ça. Après, ce prix n'a pas changé ma vie. Je veux dire, j'ai eu un prix, c'est très très bien. J'ai encore l'affiche chez moi. Mais tu en as eu plusieurs des prix. Oui, j'ai eu aussi le prix d'ailleurs qui est
celui-ci pour le Vivier au Festival de Brest, qui est un gros festival européen. Et là, c'est un prix qui m'a fait vraiment plaisir parce que la compétition était rude. C'était un film de genre aussi, pareil. D'accord. Un huis clos qui se passe dans une vieille bâtisse bretonne et il y a aussi un personnage qui se transforme en poisson. Puis Encore femme qui finit par le tuer et le manger. Ah oui. C'est assez gore. Ouais. Et là, j'ai pu vraiment m'éclater en termes C'est Big Fish, mais gore. De lumière, de contraste. En plus, c'est cette vieille bâtisse qui était avec un vieux parquet. Je me suis éclaté. D'accord. Ouais. Et les prix, en général, c'est quoi? Tu dis c'est un diplôme, c'est une petite sculpture, un petit objet Oui, alors j'ai eu, pour le Vivier, j'ai eu une bouteille de champagne qu'on a bu avec toutes les Ah, sympa. Un Gérobo. Ah oui, carrément. Je sais pas combien de litres. Et puis, sinon, c'est juste de la reconnaissance. Parce que c'est vrai que, bon, les prix pour les réalisateurs, pour les comédiens, c'est vrai que ça les met en valeur. Bon, c'est rare pour quand même les directeurs de la photo. Même après un César, peut-être un César, ça peut ouvrir. Oui, ça te met quand même. Du coup, tu es peut-être identifié par les professionnels en se disant. Oui, mais après, lui, le téléphone n'a pas forcément sonné derrière. Ah bon, d'accord. Ou alors, il n'a pas fait assez de pub. Il n'a peut-être pas assez rebondi sur. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu partager ta passion parce qu'on sent que c'est une vraie passion. Oui, c'est vrai que c'est un métier passion. Si on n'a pas le feu, on peut pas faire ça. On peut pas. Non, c'est sûr. Et puis bon coup. Alors merde, on dit. Oui, voilà pour le tournage en cours et puis tous les prochains. On suivra en tout cas, on guettera, si on voit passer ton nom. Oui, déjà sur Arte. On va déjà déjà sur Arte, vous avez jusqu'à 3 films à voir. D'ici, vous avez tout le mois d'octobre. On ne me voit pas dans le film, je suis derrière la caméra. Non, mais t'as ton nom au générique. Voilà, donc rien que ça déjà. Cette émission approche de sa fin. On va passer par l'agenda pour vous parler tout d'abord d'un comédien qui était venu nous voir la saison dernière. Je crois que tu étais présent, Tony, c'est Pierre Andro. Pierre Andro avec son recueil, son recueil de poésie. De poésie, exactement. Mais c'est un comédien qui m'a fait découvrir. Alors là, il faut absolument que je vous en parle. Je ne sais pas si vous connaissez le théâtre à la minute. C'est un tout nouveau concept qui vient du monde hispanophone. Je ne sais pas si c'est Espagne ou Amérique latine. C'est le court-métrage du théâtre, en fait. Donc, je vous explique comment ça se passe. C'est rue Richard Lenoir, dans le 11e arrondissement de Paris, à côté du métro Voltaire. Vous arrivez dans un café, en plus un café hyper classe, la décoration moderne, un peu sombre, avec les luminaires, les beaux luminaires et tout. Vous avez votre place, tout ça, pas de souci, on viendra vous chercher. Vous formez des groupes de 15 spectateurs maximum. On vient vous chercher en disant, voilà, ça va commencer, venez avec moi. On vous emmène dans un couloir. Vous êtes combien? Parfait. On vous donne des consignes en disant, voilà, vous allez voir une pièce de théâtre. Vous allez être dans la scène. Enfin, les comédiens vont jouer autour de vous. Parfait. Donc, on vous donne des consignes. Vous ne mettez pas devant cette porte-là, évitez de marcher sur le tapis, voilà, pour ne pas gêner la pièce. Et immersif, alors? Immersif, totalement immersif. Et voilà. Et ça dure 15 minutes. Okay. Et dans la soirée, vous voyez 4 pièces de 15 minutes. Vous avez, et entre chaque, des petites pauses de 10 minutes, un peu comme la nuit de l'horreur. Des petites pauses de 10 minutes pour aller au bar, prendre un verre. Vous pouvez prendre un verre que vous emmenez avec vous dans la salle où se joue la représentation de théâtre. C'est hyper sympa comme principe. Vraiment, je vous le conseille. Jusqu'à la fin octobre, alors vous avez 2 programmes. Vous avez les jours pairs, les jours impairs. Donc, si vous y allez les jours pairs, vous aurez un programme sur le thème du temps, avec notamment ce que j'ai vu moi, une dispute sans fin, l'été de la fin, do mineur et je n'ai pas le temps. Et c'est dans Je n'ai pas le temps que vous pourrez retrouver Pierre Andro, du coup, qui joue dans cette pièce-là. Et donc, les jours impairs, c'est le thème de l'amour. Avec, à 2 tons de toi, Ma mère n'a pas d'ascenseur, Lia et Demain aux Tuileries. Voilà. Et donc, c'est du mercredi au dimanche. Vous choisissez jour pair, jour impair. Et le programme changera en novembre. En novembre, il y aura de nouveau 8 pièces. Et comme ça. Et vraiment, je vous incite. C'est une super soirée que vous passerez. Là, par exemple, je vous donne les horaires, les dates pour aller voir Pierre Andro. Ouais. C'est donc les 16, 24 et 30 octobre. Et je vous dis, vous passez une super soirée. Vous pouvez à la fois boire, manger, passer d'une pièce à l'autre. C'est génial comme concept. Donc voilà, le théâtre à la minute. Vous les trouvez sur les réseaux. C'est sur Billet Réduc. Voilà, vous tapez théâtre à la minute. Et voilà, c'est vraiment à ne pas rater.
L'agenda de la radio à partir de demain, donc nous serons le 15 octobre. Alors c'est simple, c'est les vacances. C'est les vacances un petit peu en avance, mais c'est les vacances quand même. Donc Passion Sport est en vacances, vous les retrouverez le 6 novembre. Jeudi 16 octobre, un nouvel épisode de Passion Livre Jeunesse avec Michel, Léonie et Delphine, qui nous feront leurs recommandations lecture pour les adolescents. Vendredi 17 octobre, la playlist coup de cœur d'Arnaud de 17h à 19h. Pas de Made in Essonne le 20 octobre, ils reviendront le 5 novembre. Mais nous serons là le mardi 21 octobre pour un nouveau rendez-vous inédit. Et puis je vous rappelle que cette émission est rediffusée dimanche midi. Voilà, donc maintenant 2 horaires, mardi 18h, dimanche midi, pour ne rien rater de l'actualité culturelle en Essonne et ailleurs. Merci beaucoup Claire-Marie, voilà, et puis bon courage. Merci Simon. On pensera bien à toi et tu es la bienvenue quand tu veux pour exorciser. Merci beaucoup, merci pour la catharsis. Et bon courage Claire-Marie. Merci. On est de tout cœur avec toi. Voilà. Raoul, ça me touche. Et merci Simon pour cette nouvelle saison qui commence, pour ton accueil, pour cette émission qui apporte beaucoup de lumière et beaucoup de culture. Eh ben merci. La culture est une lumière. C'est tellement essentiel. Merci beaucoup. Merci Tony. Merci Simon. De nous avoir frissonné une fois de plus pour cette émission spéciale horreur. Merci Margot d'être venue nous parler de ta passion à toi. Le cinéma d'horreur. Et puis pareil, bon courage pour la nuit. Merci. Moi je serai là, mais je finis à 23h. C'est vrai, un plus tôt. Je ne serai plus là à 6h du matin. Moi je fais partie, je serai le seul à venir dimanche en disant, j'espère qu'ils vont me laisser le cinéma nickel. Et puis merci Raoul d'être venu nous parler de ton métier. L'invitation. Avec plaisir. Et puis on va se quitter sur ton choix musical. On va de nouveau parler cinéma. Comment on peut dire, cinéma de genre Oui, alors c'est quel genre? C'est difficile à définir. En tout cas, c'est horrible. Moi, je vous dis, je l'ai vu, c'est horrible. Oui, c'est une descente aux enfers. Voilà, c'est Sirat. Je ne sais pas qui a vu Sirat autour de la table. Non. Eh ben, je vous le conseille si vous. À Margot, ça va te plaire. Un film à voir. Voilà, un film à voir avec une. Ça va te plaire. Ouais. Je sens que tu vas kiffer, surtout vers la fin. Il faut que je le voie. Je l'ai raté. En salle là. Je vais voir, mais... Et donc, la fin est absolument. Enfin, il y a une tension. Enfin, moi, je ne savais plus où me mettre. Oui. C'était. À voir alors. C'est spécial. Ouais, mais c'est bien. Enfin, c'est magnifique. D'ailleurs, un film, c'est des fois, c'est prendre une gifle là, aussi des fois. Mais oui, mais moi j'aime bien. Alors, il faut. Oui, c'est ça. C'est un film, ça te remue pendant une semaine, t'y penses, t'y réfléchis. Ça laisse pas le marbre. Enfin, c'est ça. C'est ça. Mais là, on a atteint, on était à ma limite. Plus qu'une gifle. Je suis à la nuit de l'horreur ou quoi? C'est quoi ce film? On s'y attend pas. Au début, c'est mignon, il y a une rêve. Je savais, on m'avait prévenu que c'était. Moi, je savais rien du tout. Quand je suis allé voir, je savais rien du tout. J'aime pas savoir. Donc, c'est l'histoire d'un. C'est l'histoire d'un père joué par Sergi Lopez. On le découvre dans un décor de rêve au Maroc. Dans le sud du Maroc, d'ailleurs, c'est une région que je connais. J'ai tourné un film là-bas. Mon premier long métrage, je l'ai tourné dans le sud d'Agadir. D'accord. Les portes du désert. Donc, Agadir, c'est la dernière ville. Et puis après, c'est les rocailles, le désert. Voilà. Sahara. Et donc, il est là au milieu de la rêve. Il a son petit garçon qui doit avoir 10-12 ans. Ouais. Et en fait, il cherche sa fille adolescente qui fréquente les rêves et qui elle a disparu. Et donc, il se dit, c'est là où je vais la trouver. Donc, il va voir les gens comme ça. Et il la trouve pas. Et on lui dit, mais il y a une rêve encore plus loin. Oui, vers la Mauritanie. Dans le désert, voilà. Dans le sud. Et donc, il va suivre des rêveurs. Et alors là, voilà, c'est hyper dur. On va citer quand même le réalisateur Oliver Lax, qui a fait un super boulot. La photographie, magnifique. Tourné en Super 16. Donc, ils ont tourné en pellicule. En pellicule en plus. D'accord. Courageux. Ouais. Et donc, toi, tu as choisi un morceau de la BO. Yes. Du coup, c'est pourquoi pour le film ou pour le côté électro Déjà, la musique électro me plaît. Moi, c'est un genre que j'apprécie particulièrement. Et la musique, elle est captivante. Elle te met tout de suite dans l'ambiance. D'accord. Cette rêve avec ce bruit un peu noise. Ouais. Et puis c'est très présent dans le film. Enfin, surtout au début. Mais c'est le leitmotiv qui revient. Ouais. Et puis ça te conditionne. Complètement. C'est une espèce de travail mécanique. Voilà. Mécanique infernale dans lesquels ils sont pris dedans sans le savoir finalement. Ah oui. C'est une espèce de piège qui se referme. Exactement. Sur eux.
C'est terrible. C'est terrible, voilà. Donc voilà. À voir, exactement. Vous nous en direz des nouvelles. Donc on se quitte avec la BO. Donc je vous préviens, c'est de l'électro. Donc voilà, ça change de ce qu'on fait. On est prêt. Voilà. Donc la BO du film Sirat. Encore merci à tous et à toutes, et merci à nos auditeurs et à nos auditrices de nous avoir suivis pour cette émission spéciale horreur. Je le rappelle, on a bien frissonné. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures culturelles.